La chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo actuellement a été créée en 2014. 2014, c'est la même période où je me suis beaucoup intéressé à Marble Hornets, qui est très vite devenue ma série préférée. Marble Hornets est créditée pour avoir créé la majorité des éléments importants du mythe de Slenderman, mais elle a également inspiré des tonnes de gens à créer des web-séries du même style, des web-séries d'horreur en fin de footage assez efficaces qui impliquaient plus ou moins la présence de Slenderman. J'ai été inspiré très vite pour le faire et en 2014, du haut de mes 12 ans, j'ai créé ma propre web-série sur Slenderman du nom de Costard Noir, qui était un désastre complet. L'histoire n'avait pas de sens, ça n'avait aucun intérêt, le jeu d'acteur était catastrophique, mais c'était mes premiers pas dans la mise en scène d'horreur. J'ai très vite eu honte de ce projet et je l'ai donc supprimé de YouTube. Mais je l'ai pas que supprimé de YouTube, je l'ai également supprimé de tous mes disques durs. Aujourd'hui, c'est simple, il n'existe plus aucune trace de Costard Noir. Il s'agit d'un lost media perdu à jamais. Il existe quelques traces de moi en parlant de temps en temps dans des petites vidéos que j'avais fait à l'époque, des vidéos récapitulatives où j'en parle. Ça a complètement disparu. Il n'y a plus aucun espoir de les trouver. Et c'est le cas de énormément de produits culturels disséminés un peu partout dans les mémoires des gens. Dans les deux derniers épisodes de Findings, les deux premiers épisodes de cette trilogie de vidéos, je me suis penché sur des cas de lost media. D'abord, j'ai parlé de lost media qui n'en sont plus, des lost media qui ont été trouvés, et j'ai parlé ensuite de lost media bien perdus, mais qu'on pensait pouvoir trouver, la preuve étant que on en a trouvé un quelques temps après la sortie de la vidéo. Mais là, on va commencer à vraiment mettre les pieds dans la réalité des lost media. On va parler de lost media qui sont complètement perdus, pour lesquels on n'a absolument aucune chance de pouvoir les voir un jour, sauf s'il se passe un véritable miracle. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener un lost media à être complètement disparu. Le fait que le support du lost media a été complètement détruit, que ce soit des informations qui ont été confisquées par la police. C'est un univers qui est passionnant, mais également complètement frustrant. On va parler de sujets plus ou moins niches, plus ou moins méconnus, et je mets un disclaimer ici, cette vidéo va traiter de sujets parfois assez violents. Vous l'imaginez bien, si un lost media existe encore, mais qu'on ne pourra jamais le voir, c'est bien pour des raisons, et parfois des raisons assez sombres. Cette vidéo va aller dans tous les sens, soyez prêts, préparez un snack parce que ça va durer longtemps, et lançons-nous dans un dernier plongeon dans l'univers terrifiant des lost media, en parlant de ces éléments de la culture que nous ne verrons plus jamais. L'accident Double Dare. Nickelodeon. Nickelodeon, c'est une chaîne de télévision américaine dont l'impact ne peut être expliqué en quelques mots. Je n'ai personnellement pas regardé Nickelodeon quand j'étais petit, tout simplement parce que j'ai arrêté de regarder la télé très tôt. En plus de ça, en France, même si c'est une des chaînes jeunesse les plus populaires, c'est loin d'être aussi important pour nous qu'en Amérique, où Nickelodeon est un élément de culture essentiel pour n'importe quel millénial. Mais dans les années 90 et dans les années 2000, Nickelodeon, c'était tout simplement inévitable. Et ça va être également le fil rouge de cette vidéo, étant donné que le sujet va être mentionné non pas une fois, ni deux, mais bel et bien 3 fois au cours de cette vidéo. Nickelodeon a été lancé par la Warner le 1er avril 1979 comme la première chaîne de télévision pour enfants de l'histoire, à la base uniquement pour host l'émission pour enfants Pinwheel, une sorte de clone de Sesame Street avec des passages live action assez terrorisant, je vais pas vous le cacher. De base, l'audience de Nickelodeon était particulièrement les enfants de moins de 7 ans, avec derrière la plupart des émissions des gens qui avaient bossé pour Sesame Workshop et autres productions pour enfants de l'époque, et c'était pas une très grosse réussite pendant des années. C'était même franchement catastrophique. Il y avait une direction artistique bizarre pour la chaîne, les programmes étaient pas très variés, et en général, c'était un créneau qui était pas forcément très recherché à l'époque. Mais en 1986, les choses vont changer, quand la chaîne sera rachetée en même temps que MTV et VH1 par Viacom, un groupe regroupant plusieurs médias américains comme Paramount. Et Viacom, à partir du rachat, va commencer à infuser une partie de ce qui a fait le succès de MTV à l'époque dans Nickelodeon. D'abord fini l'esthétique noire et blanche du logo et dites bonjour à la couleur, les logos animés, le focus sur la couleur orange avec l'apparition du logo iconique avec la tache d'encre.
La programmation va également se diversifier et inclure une programmation tout public avec des shows qui vont intéresser également les adolescents. Ils vont également commencer à faire des dessins animés, les Nicktoons, qui vont à eux seuls amener Nickelodeon au sommet dans les années 90, avec d'abord Ren and Stimpy et les Razmoket, et ensuite des trucs pas très connus, genre tout ça là, et notamment un petit truc pas très connu du nom de Bob l'éponge. Mais au milieu de tout ça, tu vas avoir également des émissions live-action, avec des tonnes de sitcoms assez basiques, mais qui sont restés pour la plupart dans l'inconscient collectif. Nickelodeon, c'était un monstre d'audience, et même si depuis quelques années c'est clairement sur le déclin, ça reste une part importante de la culture américaine récente. Mais nous, on va se focaliser ici sur une seule émission live de Nickelodeon. Un truc qui, à ma connaissance d'ailleurs, n'est jamais passé en France. On your mark. Get set. Go! Double Dare est un jeu télévisé qui a été diffusé sur Nickelodeon dans sa première édition de 1986 à 1993. Et ça a été, croyez-le ou non, l'un des premiers succès énormes de la chaîne. À lui seul responsable à sa sortie d'une multiplication par 3 de l'audience de la chaîne durant l'après-midi. Sur le papier, Double Dare paraît assez normal. C'est une émission tout à fait classique de trivia et de questions de culture G, avec des mini-challenges qui peuvent arriver lorsque tu n'arrives pas à répondre à une question ou lorsque ton adversaire te défie. Alors qu'est-ce que cette émission pour enfants avait, que les autres émissions n'avaient pas à l'époque, qui en a fait un petit phénomène? C'était crade. Crade à en crever. Les défis dont j'ai parlé précédemment impliquaient des liquides sales, de la bouffe périmée jetée sur les concurrents et des trucs complètement immondes dans des courses d'obstacles lunaires. La base de l'idée de l'émission, selon le co-créateur Geoffrey Darby, c'était qu'il avait vu le jeu Mousetrap, et tu sais les jeux genre Tricky Bee là, et qui s'est dit, et si on repassait la bille par un gosse? Souvent en plus le jeu était complètement cassé, notamment dans le tout premier épisode de l'émission où un des concurrents devait trouver un drapeau dans une couette au milieu de tonnes de plumes, et ils ont dû refaire la prise plusieurs fois parce que la première fois ils avaient tout simplement oublié de mettre les drapeaux, la deuxième fois l'enfant l'a pas trouvé et comme il se sentait super mal ils se sont dit allez, on va quand même lui donner une seconde chance. La troisième fois, le drapeau a été mis grave en évidence. Puis après, le caméraman s'est emmêlé dans les obstacles et y est tombé. En bref, la production de ces épisodes est à chaque fois chaotique. L'ambiance est cheap et ragoûtante, mais étonnamment, le résultat marchait. C'était nouveau de faire un truc bien crade pour attirer les enfants à la télévision. Ce qui me fume le plus personnellement avec cette émission, c'est le présentateur, Mark Summers. Ce mec, il est ultra propre sur lui pendant toutes les émissions. Il est tranquille dans son coin en train de commenter l'action dans son petit costard, alors qu'il est payé à regarder des enfants passer un moment médiocre. Je trouve que c'est une putain de légende. Mais évidemment, comme toute émission, les coulisses sont en général moins fun que le résultat final. Il y a plein de choses que je pourrais dire sur Double Dare, notamment le fait que l'odeur sur le plateau tout au long de l'existence de l'émission était rancide. À un moment, par exemple, ils ont utilisé le même réservoir géant rempli de haricots périmés pendant 25 épisodes, au point qu'à la fin, l'odeur était intolérable. Le mec qui a dû nettoyer ça, c'était un type qui bossait pour nettoyer des fosses septiques, donc le mec était normalement habitué à s'occuper de ce genre de trucs, et après avoir fait son taf, il leur a dit que c'était la pire chose qu'il ait eu à nettoyer de toute sa carrière. Je pourrais aussi donner des anecdotes intéressantes mais pas forcément très drôles, genre par exemple le fait que Mark Summers est profondément atteint de TOC et que du coup faire chaque épisode était pour lui assez compliqué, était une sorte de challenge. Mais ici on va pas parler de tout ça, on va parler de Lost Media. Et les jeux télévisés, c'est un des types de Lost Media les plus populaires. Il y en a en général des tonnes pour chaque émission. Si les jeux télévisés ont une place aussi importante dans le monde des Lost Media, c'est parce que les épisodes sont en général jamais rediffusés. Au contraire des séries, les jeux télévisés ne sortent presque jamais en coffret DVD, car personne sur Terre n'a envie d'acheter par exemple 20 épisodes de Questions pour un champion pour les re-regarder chez soi, en boucle. Genre, ça n'existe pas. Donc, à ce jour, sur les 482 épisodes jamais diffusés ou juste tournés, seulement 462 sont disponibles, faisant donc une liste de 20 épisodes perdus. Et ils ne sont clairement pas tous importants ni intéressants. La plupart du temps, pour cette émission, quand un épisode est perdu, c'est juste que personne l'a enregistré quoi. Il manque par exemple l'intégralité du pilote de l'émission que j'avais mentionné plus tôt, mis à part les quelques extraits que j'ai pu vous présenter avant. Il manque également une bonne douzaine d'épisodes d'une saison car ils auraient été détruits dans une inondation. Mais moi ici je veux me pencher sur 2 épisodes qui n'ont jamais été diffusés, dont on ne retrouvera de manière quasi certaine jamais la moindre trace. Laissez-moi vous parler des 2 accidents de l'histoire de Double Dare. Lors d'un épisode d'une des premières saisons, un des enfants était arrivé jusqu'à l'étape du concours d'obstacles. C'est simple, si vous arriviez à ce point-là, vous deviez faire une course d'obstacles immonde et élaborée en moins de 1 minute pour gagner quelque chose de généralement plutôt cher. Et là, c'était une très grosse télévision. L'enfant était donc déterminé à la gagner. Il se place devant la ligne de départ, Mark Summers commence un décompte, et à son terme, l'enfant démarre. Il franchit les obstacles avec aise pour finalement arriver à un obstacle appelé la Sewer Chute.
ou la chute d'égout. Cet obstacle, souvent réutilisé dans l'émission, consistait en une échelle amenant à une plateforme qui elle-même amène à une autre échelle dans une boîte en plexiglas qu'il faut descendre. Un obstacle simple, vous allez me dire, sauf que l'enfant, une fois arrivé sur la plateforme en hauteur, a glissé et est tombé vers le sol, à l'envers, tête la première. C'est simple, à ce moment-là, Mark Summers ainsi que toutes les personnes présentes sur le plateau pensaient que l'enfant venait de se craquer la nuque et qu'il était mort. Il y avait tous les éléments pour le penser. Le type de chute, le bruit, le silence après, il y avait tout. Mark va s'approcher de l'enfant et lui demander si ça va, en boucle. Et selon ses propres dires, ce gosse n'aurait tout simplement pas dû survivre. Et pourtant après, il a continué tranquille la course d'obstacles et il l'a fini. Évidemment, l'épisode n'a pas été diffusé. Ça aurait pas été très stylé de montrer la quasi-mort d'un gosse au milieu d'une émission tout public. Mais moi, ce qui me fume, c'est une autre des grosses raisons pour laquelle cet épisode n'a jamais été diffusé. Le père de l'enfant. À la fin de l'enregistrement, le père de l'enfant va s'approcher de l'équipe de production et va se présenter. C'était un avocat. Et il va dire « Vous savez que c'était très dangereux comme course d'obstacles. Le prix de la course d'obstacles, c'était une télé. » Là, et c'est pas une fake news, c'est vraiment arrivé, il donne sa carte de visite et les menace, s'il ne lui donne pas la télé, de les traîner en justice. Et après ça, une des règles pour le casting de la série était d'interdire tout enfant qui avait des parents avocats. Maintenant, laissez-moi vous parler du deuxième accident durant cette émission. Il s'agit d'un des accidents de la télévision pour enfants les plus extrêmes que j'ai pu lire. Les prémices sont les mêmes. Lors d'un enregistrement d'un épisode, un enfant fan de l'émission était arrivé au niveau de la course d'obstacles. Il est complètement impatient et commence, dès que Mark Summers lui dit « go », à franchir les épreuves. Puis un moment, il tombe par terre. Ce qui est parfaitement normal pour une émission de ce type-là. Sauf qu'en tombant, il va se casser le bras. Et l'os va transpercer sa propre peau et ressortir à l'extérieur. C'est 100% vrai, ça s'est vraiment passé. Mais alors du coup, vous allez me dire, quel type de chute peut provoquer de telles conséquences? Et là, il y a une douille. Avant de faire un épisode de Double Dare, les enfants doivent remplir avec leurs parents des formulaires pour être certains qu'ils puissent participer et également pour nier la responsabilité de l'émission s'il y a un accident auprès des assurances. Une des questions du formulaire, c'était « Est-ce que votre enfant a des os cassés ?» Et là, le gosse a menti. Tout simplement parce que Double Dare, c'était le phénomène. Tout le monde voulait passer à la télé dans cette émission. Et il a juste menti. Cet enfant avait en réalité bel et bien des os cassés dans son corps. Très exactement, il en avait 17. Le gosse avait la maladie des os de verre et en tombant, il a fait ressortir tous les os cassés de son corps qui ont perforé sa peau. Apparemment, la vision du truc était tellement extrême pour le présentateur qu'il a dû partir du set, sinon il allait vomir. Et à ce moment-là, l'épisode a été complètement annulé et les cassettes de l'événement, on ne sait pas où elles sont. Évidemment, on les verra jamais de notre vie. C'est genre certain de chez certains. Nickelodeon n'aurait aucun intérêt de montrer ces images. Mais cette histoire, si je la raconte en premier, c'est pour vous donner des petites idées pour votre imaginaire avant de commencer. Double Dare, c'était une grosse émission. Mais aujourd'hui, c'est tombé dans l'oubli. C'était un jeu télévisé random et ces informations que je vous ai données sur les épisodes perdus, on les connaît car les présentateurs les ont racontées en interview des dizaines d'années après. S'ils ne l'avaient pas fait, on n'en saurait rien de tout ça. Imaginez la quantité de choses terribles qu'on pourrait trouver si on allait dans les archives des chaînes de télévision pour enfants et même des chaînes de télévision en général. Tous les enregistrements qui ont mal tourné, qui ont été passés sous le tapis, des diffusions perdues mais convoitées. Il y a tant de choses qui nous est cachées, qui a disparu ou qui est stocké dans l'espoir que personne ne les retrouve. Et ça ouvre un tel éventail de possibilités qu'on va seulement effleurer avec cette vidéo. Imaginez le nombre de trucs qui nous est caché. Timothy Treadwell tape. Ok, on commence les choses sérieuses. Ce sujet va être particulièrement dur à regarder ou à écouter pour certains. Vous pouvez utiliser les chapitrages de YouTube si vous trouvez qu'à n'importe quel moment un sujet dépasse votre seuil de sensibilité. Laissez-moi vous parler de l'histoire tragique de Timothy Treadwell, liée à un des lost médias les plus sombres de l'histoire. Timothy Treadwell est né le 29 avril 1957 à Long Island dans l'État de New York. Il était le troisième de 5 enfants. Si son enfance était plutôt simple et idéale, la typique expérience de l'enfance américaine, sa vie est devenue plus sombre à partir de l'adolescence à cause de troubles au sein du foyer familial. Il s'est mis à boire beaucoup et finissait régulièrement complètement saoul. Dans cet environnement, il va quand même réussir à finir le lycée, malgré des notes plus que médiocres, et il partira ensuite au sud de la Californie pour ses études. Ce changement ne va pas améliorer son état, il va continuer à boire des quantités absurdes d'alcool, il va s'enfoncer dans les fêtes et les soirées étudiantes, et il va tomber dans les drogues dures, avant de faire une overdose d'héroïne et de cocaïne dans les années 80. I went to programs. I tried quitting myself. I did everything
that I could to try not to drink, and then I did everything I could to drink. And it was killing me. C'est un gars du nom de Terry, un vétéran du Vietnam, qui va le sauver. À ce moment-là, Tim il se retrouve seul à l'hôpital. Il est en train de se poser de nombreuses questions sur sa vie, sur la trajectoire qu'elle prend et à quel point elle ne correspond pas à ce qu'il souhaite. Et à ce moment-là, Terry, il va lui proposer d'aller en Alaska pour aller observer les grizzlies. Et il va se décider de le suivre, parce que leur amitié, elle était en train de grandir, elle était en train de se souder. Et là-bas, il va avoir une épiphanie. Son expédition va consister à faire du camping dans le parc national et réserve naturelle de Katmai, un immense parc naturel au paysage magnifique et avec une faune composée majoritairement d'ours bruns, dont particulièrement des grizzlies, qui sont souvent observés par les passionnés d'ours en train de pêcher du saumon à la main dans les rivières du parc. Tim va dire plus tard que la première fois qu'il va voir un ours, il va avoir une révélation et se rendre compte que c'était ce qu'il voulait faire dans sa vie, observer ces animaux et tout savoir à leur sujet. Ses premières tentatives d'approche d'ours étaient franchement ratées. Le premier ours qu'il va voir va fuir dès qu'il le verra, ce qui va le rendre triste, et il va raconter plusieurs fois le fait qu'il était inexpérimenté et nul en camping, détestant les insectes et le froid. Néanmoins, il va continuer d'aller tout seul, et j'insiste bien sur ça, tout seul dans le parc national de Katmai. Il va plus particulièrement aller dans l'Alo Bay, un endroit qui est aussi connu comme le sanctuaire des grizzlies. Son objectif, et c'est ce qu'il dira à Mark Emery, un réalisateur de documentaires animaliers qu'il aurait vu depuis son hélico durant une de ses expéditions, était d'apprendre à vivre auprès des ours. D'ailleurs, durant cette interaction dans les années 90, il dira également à Mark Emery qu'il avait besoin d'aide et qu'il voudrait bien être guidé en dehors du parc parce qu'il avait peur des ours qui venaient dans son camp et qui commençaient à être un peu trop à l'aise avec ses affaires qu'il s'amusait à déchiqueter. Absolument pas du foreshadowing. Après quelques années en Alaska, il va revenir en Californie, maintenant complètement sobre, et devenir barman. Mais sa passion pour les ours ne va pas s'atténuer. Il va directement créer une association avec sa copine de l'époque, Joe Palovac, Grizzly People, qui avait pour objectif de financer ses voyages réguliers en Alaska pour qu'il étudie les ours. Là, il va réussir à se créer une sorte de renommée de niche. Les gens, même les professionnels, étaient véritablement impressionnés par sa capacité à approcher les ours de très près. On pouvait le voir jouer avec des oursons, ce qui est complètement fou, et son objectif était de casser la, selon lui, idée reçue que les ours sont dangereux. Il avait vraiment pas peur. Alors que... Bon, je voulais pas le faire, mais vous le trouvez pas super bizarre, ce type? I love them with all my heart. I will protect them. I will die for them. But I will not die at their claws and paws. I will fight. I will be strong. I'll be one of them. I will be the master. Pour rappel, le grizzly est le 7e animal le plus violent du monde. Ce n'est pas une idée reçue, leur violence. C'est littéralement des machines à tuer et ils vont pas hésiter à buter des hommes s'ils les font chier ou s'ils se sentent en danger. Vouloir devenir pote avec des grizzlies, c'est pas une bonne manière de s'occuper et d'aider les ours. La seule manière d'aider les ours, c'est de pas interférer. Son comportement est hyper dangereux. Donc oui, là je vous ai vendu une soupe préparée par Timothy Treadwell dans son livre Among Grizzlies, Living with Wild Bears in Alaska, qui est sorti en 1997. Mais en réalité, Tim était beaucoup plus controversé que ce qu'il acceptait d'entendre. Il était détesté du parc national, enchaînant entre 1994 et 2003 6 violations de la réserve naturelle pour utilisation d'un générateur d'électricité portable, mauvais stockage de la nourriture, dépassement de la limite de 5 jours de campement dans un même endroit, avoir guidé des touristes sans avoir de licence, harcèlement de la faune, etc., etc. Toutes ces règles sont là pour une raison. Les violations de Tim le mettent en énorme danger et mettent en danger également la faune. Mais lui, il n'en avait rien à foutre. Il allait même en expédition sans bear spray, un spray essentiel à utiliser pour se défendre contre un ours agressif. Mais à côté du fait que tous les gens connaissant bien la faune locale le détestaient et que son livre était considéré par ces mêmes personnes comme dangereux et véritablement un problème pour la santé publique, lui, il commençait à devenir une sorte de semi-célébrité. Son livre va avoir un petit succès, il va commencer à passer à la télé comme un professionnel des ours, il va faire des conférences environnementalistes mêlant vraies informations passionnantes sur les ours et promotion de comportements ultra dangereux au profit d'un développement personnel narcissique, il va même faire des interventions dans des écoles et passer dans des late shows, il va également se mettre à documenter ses expédition à l'aide d'une caméra qu'il avait achetée pour l'occasion et faire des vidéos. Plus exactement, il en tournera plus d'une centaine. Le mec était de plus en plus confiant et plus haut est l'ego, plus violente est la chute. It's important that every bear knows who I am and that I fit on their hierarchy if I'm to survive. Is it going to happen that one day we read a news article about you being eaten by one of these bears? No, you know, and it... Autour de la fin des années 90, une femme médecin du nom de Amy Huguenard va lire le livre de Timothy et devenir une fan inconditionnelle. Ils vont se rencontrer et ils vont commencer à sortir ensemble.
En octobre 2003, Timothy et Amy vont en Alaska pour camper durant une des périodes les plus dangereuses de l'année. Une période où les grizzlies ont particulièrement faim et où les conditions météorologiques sont les plus violentes. Le couple reste confiant et met le pied sur le sol du parc national. Et ils ne reviendront jamais. Le 6 octobre 2003, les corps déchiquetés du couple seront retrouvés gisant sur le sol près de leur campement. Des membres incomplets répandus sur le sol. 2 ours seront tués par les rangers du parc et cela permettra de retrouver dans l'estomac d'un des ours des restes de corps broyés. Une inspection des affaires personnelles de Tim et Amy révélera des détails importants. D'abord, le journal intime d'Amy, qui est extrêmement triste. On peut y lire qu'elle était en réalité très mal à l'aise à côté des ours et qu'elle souhaitait véritablement partir du lieu, mais que son amour pour Tim l'empêchait de l'abandonner. Puis après, les enquêteurs y sont tombés sur un truc, la caméra de Timothy Treadwell. Et là, les découvertes vont être morbides. Quand la police va jouer les cassettes, ils verront de nombreuses vidéos d'expéditions simples et dans le style habituel de Timothy Treadwell. Mais les enquêteurs vont se rendre compte de plusieurs choses. D'abord, Amy est extrêmement peu présente dans les vidéos. Elle est même quasi absente, sauf dans ce plan. On voit son attitude et expression légèrement inquiète et stressée. Mais surtout, la proximité que ressentait Tim envers les ours est complètement absente. Voici la dernière vidéo prise par Timothy Treadwell, où il est visible. I bleed for them, I live for them, I die for them. I love this. It's tough work. But it's the only work I know, and it's the only work I'll ever want. Mais c'est pas le dernier enregistrement. Dans la nuit du 5 au 6 octobre, Timothy Treadwell est attaqué par un grizzly. À ce moment-là, il hurle et demande à Amy de venir l'aider. Mais surtout, d'allumer la caméra. Elle arrive et, en panique, oublie d'enlever le cache de l'objectif. Mais il existe bien une cassette de l'audio du meurtre du couple qui a été enregistrée, dans laquelle on entend uniquement les durs et perçants cris de Tim, qui essaye de survivre tant bien que mal à l'impossible pendant 6 minutes avant que l'enregistrement ne coupe de façon abrupte. La cassette était remplie. Cette cassette horrible, cet enregistrement morbide et sordide est heureusement interdit au public. Il est revenu dans les mains de Joe Palovac, l'ex-petite amie de Tim dont j'avais parlé précédemment. Elle a gardé la cassette avec elle, espérant ne jamais avoir à l'entendre. Mais alors, qui a entendu cette cassette? Évidemment, on trouve une poignée extrêmement réduite d'enquêteurs. Mais on trouve aussi Werner Herzog, un réalisateur allemand qui a fait un documentaire du nom de Grizzly Man, qui parle de l'histoire en plus grand détail et qui a fourni un paquet de vidéos et d'informations sur l'affaire. Dans le documentaire, il y a un moment que je trouve très fort, où on peut voir la réaction de Werner Herzog alors qu'il écoute la cassette, en face de Palovac. Can you turn it off? Julie, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. I think you should not keep it. You should destroy it. Yeah. Malgré cette interaction, Palovac n'a pas détruit la cassette, préférant la garder à vie dans une boîte scellée, en espérant qu'elle n'en ressorte jamais. Et pourtant, il y a quelques années, des gens pensaient l'avoir trouvée, alors qu'un enregistrement s'est mis à se balader sur Internet. Mais c'est un des fakes les plus évidents que j'ai jamais entendus. La seule chose convaincante, c'est le bruit du vent. Le reste de l'enregistrement contient des voix clairement enregistrées en intérieur et des bruits stocks d'ours tout faibles. Un enquêteur sur la question, qui avait pu entendre les 2 premières minutes de l'enregistrement de la cassette, va expliquer que c'était un fake et que ça ne correspondait pas à ce qu'il avait entendu. Mais alors pourquoi faire un fake sur ce sujet? Pourquoi faire ce genre de truc? Pourquoi des gens encore aujourd'hui sont fascinés au point de vouloir voir cette cassette affreuse? Pour une fois, il y a une semi-bonne raison. Même si je ne suis pas d'accord, je peux comprendre. Des gens trouvent que le genre de comportement dangereux, exhibé par des gens comme Timothy Treadwell, qui vit de l'attention qu'il reçoit d'un faux amour pour des animaux dont il n'admire en réalité que ce qu'ils voient de lui à travers eux, doivent être condamnés. Il faut prévenir le public de charlatans de ce type, pensant tout connaître, mais qui en réalité sont juste inconscients. Timothy Treadwell, c'était un homme qui a souffert et qui a emporté dans la mort avec lui une femme qui n'avait rien demandé et potentiellement mis en danger des tonnes de randonneurs avec ses théories fumeuses.
Des gens pensent qu'un enregistrement clair et précis d'un événement aussi graphique pourrait retourner la tête de plusieurs personnes défendant encore que Timothy avait raison en mettant en face des gens la nature froide d'un des animaux les plus dangereux du monde. I found a way to survive with them. Am I a great person? I don't know. I mean, we're all great people. Everyone has something in them that's wonderful. I'm just different. Rugrats Incredible. Ok. On va reparler de Nickelodeon un peu. Ça va pas pour autant être le moment où vous allez pouvoir respirer dans cette vidéo parce que ça va être particulièrement horrible comme sujet. Je vais utiliser ici un cas de Lost Media un peu dérangeant pour également parler d'un autre sujet. Un sujet dont je parlerai peut-être un jour un peu plus en détail, mais qui est particulièrement important à traiter. J'ai l'impression que tout le monde le sait et que très peu de personnes en parlent. Je vous ai peint un plutôt bon portrait de Nickelodeon précédemment dans la vidéo. Mais vous vous en doutez et vous en avez probablement entendu parler, mais l'arrière-plan de Nickelodeon, c'est pas le plus joyeux de l'histoire de la télévision. Les chaînes de télévision pour enfants américaines situées en général autour de Hollywood, c'est un des environnements les plus horribles dans lesquels vous pouvez mettre un gosse. Hollywood est déjà extrêmement connu pour ses problèmes de déviance sexuelle et de pédophilie. Nombre d'acteurs essayant de mettre ça en lumière et c'est toujours passé sous silence. Une sorte de secret qui n'en est pas un, mais qu'il ne faut pas révéler. Mais le problème est là. Le sujet que je vais vous présenter en parle un peu, mais je vais quand même pouvoir utiliser cette brèche sur le sujet pour vous donner des informations quand même importantes, parce que j'ai l'impression que personne n'en parle. Ça me rend fou. Il va falloir prendre les informations que je vais vous donner sur le sujet avec énormément de pincettes. Cette digression, elle est un peu dangereuse parce qu'il y a énormément de désinformations sur le sujet. J'ai quand même décidé de compiler des informations sur lesquelles je suis assez certain, mais il est assez facile, quand on se penche sur ce sujet, de tomber dans des théories du complot qui sont complètement fausses et qui sont également très dangereuses pour votre santé mentale. Un jour on en parlera, mais clairement, je n'en veux pas aux théoriciens du complot qui tombent là-dedans. Ce flou qu'il y a, ce manque d'informations claires sur un des problèmes les plus importants de ce milieu, ça bénéficie largement les agresseurs, faisant passer pour des fous toute personne essayant de dénoncer des comportements très graves dans à peu près toutes les parties du monde du divertissement. Cette digression ne sera pas longue, mais elle citera quand même des choses assez graves, donc faites attention. Nombreux sont les enfants stars tombant dans l'oubli après un dérapage dans la drogue causé par des majeurs traumatismes sexuels. Nombreux sont les jeunes drogués sur des lieux de tournage, dans des locaux de managers d'Hollywood ou dans des fêtes bizarres. Je pourrais aller très loin sur la question des cercles les plus sombres d'Hollywood, mais j'ai pas la force mentale. Mais du coup, Nickelodeon n'est clairement pas exempte de cette règle. C'était même une des chaînes avec le plus de scandales quant aux actions des producteurs, des réalisateurs derrière les programmes. Vous avez peut-être entendu par exemple de Dan Schneider, un acteur, producteur et scénariste américain qui a énormément travaillé pour Nickelodeon. Il est responsable d'énormément de séries live-action qui ont énormément marché et propulsé Nickelodeon, comme iCarly, Zoey 101, Sam & Cat, Drake and Josh. C'était une source de revenus certaine pour la chaîne. Et puis ça fait depuis un long moment que des accusations tournent autour de ce gars, notamment depuis 2018 quand il est parti de Nickelodeon suite à de nombreuses accusations de comportements abusifs et violents sur les sets des séries dont il était le showrunner. Ça faisait un moment qu'une rumeur se déplaçait sur les réseaux sociaux, comme quoi Dan Schneider était un énorme fétichiste des pieds, ce qui a causé énormément de moments lunaires dans des séries qu'il a écrits, comportant des moments clairement sexualisants avec des enfants quoi. Mais les choses se sont escaladées quand Alexa Nicholas, actrice qui a joué dans la série Zoey 101, a avoué que l'environnement autour de Dan Schneider était malsain et que celui-ci lui aurait demandé des photos de ses pieds, plus précisément de ses orteils. Il lui a également demandé de lui faire un massage, toujours quand elle était mineure. D'ailleurs, c'est pas la seule actrice mineure qui a été sexualisée par Schneider. Le truc des pieds et des massages, c'était un truc qu'il faisait énormément et évidemment, si tu refusais, eh bien le grand Dan Schneider qui avait une main sur ta carrière entière te menaçait et te gueulait dessus. Il a également demandé publiquement sur Twitter à des mineurs de lui envoyer des photos de leurs pieds avec des trucs dessus, mais tellement de fois, il a fait ça tellement de fois. Et il y a tellement d'enfants qui sont tombés dans le panneau. Dan Schneider, c'est la face visible de l'iceberg. Plus tu plonges, plus tu tombes sur un cercle de gens déviants, de managers manipulateurs, de producteurs abusifs, et ça devient particulièrement sale quand tu te rends compte du pouvoir que ces gens ont sur des jeunes enfants qui n'ont aucune défense, et qui n'ont aucun moyen de discerner, et qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Les exemples publics s'arrêtent donc pas à Dan Schneider, il y en a plein d'autres. John Kricfalusi, créateur de Ren and Stimpy, accusé depuis 2018 d'avoir couché de multiples fois avec une fille de 16 ans en 1997, en plus d'avoir flirté avec des personnes bien plus jeunes et d'être accusé à de très nombreuses occasions d'harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Drake Bell, ancien enfant star de la série de télévision Drake and Josh, arrêté en 2021 pour harcèlement sexuel et condamné pour agression sexuelle sur mineurs. Et un des exemples les plus connus, Brian Peck, acteur et coach pour enfants sur les tournages de Nickelodeon,
Nickelodeon, qui en 2004 sera arrêté pour plusieurs sur mineurs qu'il avait pour certains drogués. Et quand il a été arrêté, il a automatiquement plaidé coupable, probablement pour empêcher une enquête de démarrer, et ça a marché. Il a reçu en tout 16 mois. C'est tout. Après, ça aurait pu être pire, hein. Elle aurait pu sortir après 6 mois pour bonne conduite. Hein. On espère que ce soit pas déjà arrivé. Seulement 16 mois de prison. Et qui c'est qu'on retrouve en train de travailler pour Disney sur des programmes télé pour enfants dès le moment où il sort de prison? Brian Peck. Et d'ailleurs, ce type, il est extrêmement pote avec un autre Brian, Bryan Singer. C'est le réalisateur de quasi tous les films X-Men, et également du film Bohemian Rhapsody. Et devinez qui c'est qui, depuis des années, est connu comme étant un gars ayant des comportements très graves avec des mineurs, qui se retrouve à des soirées alcool et drogue où on trouve des mineurs, qu'on voit poser dans des photos avec des mineurs, et qui invite Brian Peck dans le commentaire audio d'un film X-Men, et ce pendant des années sans qu'encore aujourd'hui, il n'y ait pas la moindre enquête? Ouais, j'ai pas envie d'aller plus loin dans le sujet. Déjà, même si c'est lié avec le sujet dont on va parler, ça ne l'est que un peu. Et aussi, c'est un véritable rabbit hole. Il y a plein de documentaires qui ont essayé d'en parler, des documentaires qui étaient parfois réussis, parfois un peu moins. Il y a plein de gens qui ont essayé d'en parler, il y a plein de gens qui ont essayé d'expliquer à quel point ça a été dévastateur pour les enfants stars qui ont été victimes de ce genre de comportement. On parle de gens qui sont tombés dans la drogue, qui encore aujourd'hui sont traumatisés, d'autres qui sont littéralement décédés. C'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup. Mais donc, en quoi c'est lié avec le Lost Media que je vais vous présenter? Vous allez voir. Si vous vous souvenez, on en avait parlé un peu avant, mais les cartoons sur Nickelodeon, c'est arrivé relativement tard. C'est simple, faire un dessin animé, c'est un peu plus cher que de filmer des gens. À partir du moment où tu commences à faire suffisamment de rentrées d'argent, tu peux commencer à investir pour créer des cartoons. Les Razmoket sont sortis en même temps que les deux autres premiers Nicktoons, c'est-à-dire Dog et Ren and Stimpy, en 1991 durant l'été. La différence entre les Nicktoons et les autres dessins animés de l'époque, c'est qu'à l'époque, les dessins animés servaient quasi exclusivement de support promotionnel pour vendre des jouets. Et Nickelodeon voulait aller en contre-courant et focaliser les dessins animés sur les personnages et proposer des vraies franchises intéressantes sans pour autant penser en premier et automatiquement au merchandising. Sauf que moi, en 1991, j'étais pas en vie et j'allais pas l'être pendant plus de 10 ans. Et en général, j'ai extrêmement peu regardé la télé dans mon enfance, donc du coup, les Razmoket, j'ai pas connu. J'ai donc regardé quelques épisodes pour faire ce findings. Allez, bonne sieste, faites de bonnes. Je déteste. Ouais, c'est pas pour moi. Les Razmoket, c'est un show bizarre où les personnages principaux sont ces bébés, dont surtout celui-ci qui s'appelle Casse-Bonbon, qui ont des péripéties un peu absurdes basées sur leur incompréhension du monde, en opposition complète avec le monde non moins absurde de leurs parents. Je sais pas si je suis tombé sur les mauvais épisodes ou si je suis juste trop vieux, c'est certainement parce que je suis trop vieux, mais j'ai pas accroché du tout et j'ai trouvé ça assez déroutant à regarder. Il y a quand même 2-3 idées intéressantes ici et là, des blagues qui fonctionnent franchement plutôt pas mal et qui sont clairement destinées à des adultes, mais clairement c'est pas pour moi quoi. Néanmoins, le dessin animé à l'époque, c'était un carton aussi bien critique qu'en termes de public. C'était l'entreprise Klasky Csupo qui s'occupait de créer les épisodes. Il s'agit d'un studio d'animation qui a notamment animé d'autres dessins animés importants de Nickelodeon, mais aussi des épisodes des Simpsons, etc., etc. Et évidemment, quand tu es animateur dans les années 90 pour un des programmes les plus demandés de l'histoire de la télévision pour enfants, les conditions de travail sont plutôt difficiles. Crunch régulier, heures sup non payées, salaire en deçà de la charge de travail effectuée, c'est un travail qui exploite ouvertement le fait que les employés sont des passionnés pour leur faire accepter des conditions assez mauvaises. Ce serait dommage que ce soit encore le cas aujourd'hui. Ce genre de truc, ça amène à des tensions, une ambiance stressante dans le studio, et pour y remédier, les employés et animateurs ont parfois leurs petits jeux et traditions pour détendre l'atmosphère. Et parmi celles-ci, on trouve l'étrange tradition du storyboard jam. Le terme storyboard jam emprunte le mot jam du vernaculaire de la musique. Un jam, c'est une improvisation musicale où tous les instrumentistes essayent d'apporter quelque chose au morceau de différent. Le tout se fait dans des sessions plutôt longues, impliquant de nombreux solos, etc., etc. Dans le même style, un storyboard jam consiste à créer une case ou plus d'un storyboard, puis de la passer à un autre animateur pour créer un épisode de toute pièce qui ne finira évidemment jamais animé, comme une sorte de cadavre exquis. Maintenant, le truc que j'ai pas dit, c'est qu'un storyboard jam est fait pour être vulgaire, crade et profondément immoral. L'objectif, c'est de permettre à des gens stressés et sur les nerfs de se défouler sur leurs personnages qui n'en peuvent plus de dessiner en boucle. Et évidemment, ce genre de pratique d'écriture implique toutes les choses les plus obscènes que vous puissiez imaginer. En 1998, dans les locaux de Klasky, le directeur animateur de plusieurs épisodes de la série Steve Ressel lance un storyboard jam du nom de
Incredible. Cette première page, décrite sur un journal en ligne de Steve Russell lui-même, montrait Angelica étant une avec casse-bonbon, donc il lui fait une boisson dans la cuisine avec de la nourriture pour chien et du déboucheur de canalisation avant de se rapprocher d'elle. Ça set le ton, hein, c'est la vraie description traduite qu'a fait Steve Russell de la première page. À ce moment-là, il la donne à d'autres animateurs. Après quelques tours, il la reçoit et il est choqué. L'histoire commence à impliquer des violences domestiques et là arrive la seule page qui a été sauvegardée de ce storyboard jam. On y voit casse-bonbon apporter à Angelica la boisson avant de se faire interrompre par sa mère. Celle-ci se fait frapper par son mari qui s'empresse de faire des remarques sexuelles à ses nourrissons avant de forcer son fils à boire la boisson. Celui-ci se met à trembler incontrôlablement tandis qu'Angelica... J'ai pas envie de décrire ce qu'elle dit, hein, ceux qui savent traduire voient, mais vous comprenez que ça commence à devenir assez grave ce qui est présenté. Vous imaginez bien que la suite implique des choses vraiment sordides, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir abandonné le storyboard jam, Steve Russell va le reprendre et se décider à continuer. Et là, je vais mettre une pause. On va garder cette histoire de storyboard en tête, on va garder cet article de journal personnel fait par Steve Russell dans un coin, et je vais vous parler d'autre chose. Le 5 juillet 2020, Shannon Strucci, petite youtubeuse américaine, fait un thread sur Twitter où celle-ci accuse un directeur d'animation célèbre de l'avoir groom lorsqu'elle avait 16 ans, à travers des conversations sur internet, où celui-ci était très au courant de son âge et avouera à de multiples reprises que ce jeune âge l'excitait. Oui, c'est bien Steve Russell. Il avait 38 ans au moment des faits. Celui-ci envoyait des messages étranges perpétuellement, lui envoyait des textes de loi sur le consentement en Amérique, lui envoyait des dessins, la sexualisant de plus en plus, les représentant en relations sexuelles ou platoniques, et cette accusation a fait remonter quelques témoignages de pratiques douteuses lors des productions du gars, et également il semblerait, de par certains autres messages, que son comportement de prédateur était assez connu du métier, et ce depuis pas mal de temps, et que c'était un truc su, mais dont on ne pouvait pas parler. Maintenant qu'on a ce très important contexte, et que le personnage de Steve Russell est un peu plus clair dans votre tête, ce message sur son blog. Il aurait dû avertir tellement plus de gens. Déjà, il y a un énorme détachement dans son écriture. La raison pour laquelle il était dégoûté la première fois qu'on lui a rendu le jam est pas claire, mais si on approche les idées, il semblerait qu'il trouvait à l'époque qu'il n'était pas allé assez loin, et qu'il voulait, je cite, que le père soit profondément abusif auprès de tout le monde. Lentement, les autres animateurs ont été un peu dégoûtés du tournant que prenait l'écriture, mais pas Steve. Lui, il proposait en moyenne 12 cases de storyboard contre 3 ou 4 pour les autres animateurs en moyenne. Et ces ajouts incluaient à tout hasard des gros plans sur les parties intimes du père et de son bassin. Dans le texte, il utilisait beaucoup de mots dégueux pour décrire la forme du pénis. Et enfin, le storyboard se termine avec des scènes sexuelles avec le père et Angelica, qui, je vous rappelle, a 3 ans dans la série. Le tout est décrit en détail violent pendant plusieurs pages. Alors que la page se déplaçait de personne en personne, le jam fut intercepté par un producteur et il était profondément perturbé. Le jam a été confisqué et probablement détruit par la suite. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur cette anecdote, sur ce lost media que personne ne veut réellement trouver. C'est le fruit de gens stressés, mais également de gens assez déviants, un truc qui n'aurait jamais dû être révélé au grand public et qui montre un peu les recoins de la tête de Steve Russell. Mais le pire dans tout ça, c'est que le comportement de Steve Russell n'est pas spécialement exceptionnel. Les milieux de l'art et du divertissement sont extrêmement liés à ce genre de pratique. Pourquoi ? Il y a des ramifications, il y a des idées, il y a des choses qu'on pourrait dire sur le sujet, mais ce sera pour une autre fois. À travers cette petite anecdote simple, on retrouve l'illustration de comportements extrêmement graves qui ont été normalisés au sein de ces chaînes de télévision. Et ce ne sera pas la seule fois qu'on parlera de ce genre d'affaires. Copeland Livestream. On va enfin pouvoir respirer un peu. Ici, on a le premier sujet de la vidéo qui n'est pas extrême et qui ne contient pas des informations abominables. Et laissez-moi vous parler donc d'un truc sur internet dont vous avez probablement entendu parler, mais dont vous ne saviez pas qu'il était lié à un énorme mystère. En août 2010, une rumeur autour de Minecraft commence à se propager sur le board X et le board V de 4chan, respectivement tournant autour du paranormal et du jeu vidéo. La rumeur parle d'une entité paranormale que l'on peut trouver dans le jeu, le maintenant très célèbre Herobrine. La rumeur se propageait sous la forme d'une petite histoire racontée par un joueur anonyme qui aurait créé un nouveau monde Minecraft et qui aurait remarqué au début de sa partie quelque chose bouger dans le brouillard. Il s'est retrouvé en face d'un personnage avec le même skin qu'un joueur normal, juste avec des yeux blancs. Il essaya de le poursuivre, mais ne parvint pas à le retrouver. Quelque temps après, l'environnement de son monde Minecraft devint infesté d'anomalies diverses, des pyramides, des tunnels parfaits,
des troncs d'arbres sans feuilles. Il se décida donc d'en parler sur les forums Minecraft, mais ces messages étaient supprimés systématiquement à chaque fois avant qu'un utilisateur du nom de Herobrine lui dise par message privé d'arrêter de poster des messages. Lentement, l'histoire continue avant qu'il soit révélé que cette entité serait potentiellement le frère décédé de Notch, le créateur originel de Minecraft. Cette histoire, pour l'époque, était plutôt bien foutue. Toute son efficacité tenait dans le fait que le texte était court, efficace, qu'il n'en faisait pas des caisses et qu'il ressemblait véritablement à un petit témoignage. Et surtout, c'était accompagné de cette image, une screenshot normale de Minecraft avec la créature en question tapie dans le brouillard, qui d'ailleurs n'est en réalité qu'une porte dont on a changé la texture. Fun fact d'ailleurs, des tarés qui ont une surcharge de temps libre ont réussi à trouver le seed qui a été utilisé pour faire la screenshot du premier montage d'Herobrine. Voilà, ça a pris des mois de boulot pour très peu. Si aujourd'hui l'histoire est risible, elle a eu énormément d'impact. Et pourquoi je vous la raconte, alors que vous la connaissez très probablement? Si vous avez joué à Minecraft, elle était presque inévitable. Eh bien parce qu'il y a un élément qui a énormément contribué à la propagation du mythe. Il s'agit d'un livestream clé de l'histoire de Minecraft. Copeland est un streamer YouTuber relativement oublié de l'histoire d'Internet. Celui-ci faisait des lives en 2010 notamment sur un groupe de streaming appelé Brocraft et renommé plus tard en Ghost in the Stream. Ça streamait tous les jours et même si aujourd'hui il n'y a quasiment plus d'archives, il semblerait que c'était un bon moment pour toutes les personnes impliquées. Autour de 2013-2014, le groupe arrête son activité et il tombe dans l'oubli. À l'exception d'un seul stream. Le 30 août 2010, Copeland démarre un stream sur son monde Minecraft. À l'époque, celui-ci n'était pas très avancé et le jeu était primitif. Il possédait 3 petites maisons et c'était à peu près tout. Le stream commence très normalement, il parle et rigole bien avec les gens sur le chat et ce pendant 1 à 2 heures. Puis à un moment, il arrive dans une maison, regarde dans une pièce et tombe sur Herobrine. Il crie, coupe le stream automatiquement et se met à écrire dans le chat. Il a l'air secoué et mal à l'aise face à ce qui vient de se passer. Il fait ensuite un post sur les forums Minecraft officiels qui va énormément marcher, où il raconte ce qui lui est arrivé et quelques heures après, il démarre un nouveau stream. Dans celui-ci, il fait tout avec énormément de précautions. Il a l'air d'être encore un peu perturbé par ce qui vient de se passer. Il revient dans la pièce où Herobrine était et il a disparu. Enfin, il termine le stream en supprimant le monde et en promettant de ne jamais y jouer à nouveau. Quelques mois après, durant les lives suivants, dans le chat, un site apparaîtra régulièrement, un site du nom de im.html, qui menait vers une image de Steve avec des yeux réalistes. Évidemment, c'est un prank. C'est un hoax, c'est cramable à des kilomètres. En réalité, quelques jours avant le stream, il avait fait une image photoshopée du monde dans lequel il allait en stream, où on voyait Herobrine. Les gens ont bien réagi, du coup il a orchestré ce fake en changeant la texture d'une peinture en un personnage d'Herobrine, et ainsi de suite. Tout a été orchestré de manière suffisamment cohérente et convaincante pour un internet encore un peu innocent. Ce stream a eu un impact monstrueux. C'est littéralement ce stream-là qui est crédité pour l'officialisation du mythe d'Herobrine dans la tête des gens. Et pourtant, il a complètement disparu. C'est-à-dire qu'on n'a aucune vidéo, même du moment le plus important. Personne en plusieurs années n'a pensé à l'enregistrer. Et ça fout un seum monstrueux à quelques personnes qui ont beaucoup de temps. Le truc, c'est que personne ne s'en est vraiment rendu compte parce qu'avant environ 2014, peu de gens s'intéressaient aux origines d'Herobrine. Les gens vivaient avec depuis le début du jeu en réalité. Donc personne ne se posait la question d'où ça pouvait bien venir tout ça. Et quand les gens se sont souvenus de l'importance de ce live stream vers 2015, tout le monde partageait cette vidéo. En disant, voilà la vidéo du fameux stream de Copeland. Sauf que cette vidéo est un fake. Ce n'est pas la vraie vidéo du stream. Et ça a été confirmé par Copeland lui-même. Cette vidéo a probablement été créée en quelques petites heures, mais pendant des années. Elle sera potentiellement responsable de la perte totale de cette partie hyper importante de l'histoire de Minecraft. En 2020, des gens sur Reddit, dont un certain KRB Studios, se penchent sur ce cas en plein milieu du boom des Lost Media sur YouTube. Les premières demandes pour retrouver ce Lost Media datent de février 2020 sur les Minecraft Forums. En quelque temps, les links originaux amenant au clip de l'apparition d'Herobrine sur le site livestream.com ont été retrouvés, sauf que ces links, encore aujourd'hui, amènent à une erreur 404. Quand ce genre de truc arrive sur internet, il faut s'armer de l'arme numéro 1 du chercheur de Lost Media, c'est-à-dire la Wayback Machine de archive.org. Sauf que les pages de la Wayback Machine sont cassées. Elles affichent toutes un message d'erreur qui redirige éternellement sur la même page. C'est à ce moment que les gens se sont vraiment rendus compte que le stream avait disparu.
Ce qu'il fallait faire à présent, c'est le retrouver. En quelques petites recherches, des topics des forums Minecraft officiels furent retrouvés, notamment un thread débunkant le mythe d'Herobrine en lui-même qui mentionne ce livestream en 2011. Et enfin, le thread original de Copland sur le forum fut retrouvé assez vite, permettant au passage d'obtenir quelques screenshots du livestream, notamment ces 2 screenshots montrant le moment important du live, Herobrine, qui a l'air en effet très plat, c'est clairement une peinture. Ces screenshots sont les seules parties retrouvées du livestream où on est sûr à 100% que c'est legit. Mais les recherches ne s'arrêtent pas là. Fin 2020, le youtubeur Enderboss25 crée une vidéo pour stimuler les recherches autour de ce Lost Media. Cette vidéo va permettre de retrouver Copland lui-même à travers un ancien groupe Steam dédié à Brocraft et Ghost in the Stream. Celui-ci acceptera d'être interviewé et plein de choses seront découvertes. Déjà, en mai 2021, on obtiendra de la part de Copland lui-même un lien de téléchargement du monde dans lequel le hoax avait été réalisé. Ça, c'est incroyable qu'on soit capable de l'avoir. C'est une véritable archive d'un temps où Minecraft était différent. Copland fera également une lettre ouverte racontant l'histoire de son livestream qui sera postée sur le wiki Minecraft et qui m'a permis d'avoir les infos que je vous ai dit au tout début de cette partie. Alors là, je me suis trompé. En réalité, j'ai réussi à trouver des traces de ce texte qui date depuis environ 2017. Je sais pas exactement quand ni pourquoi ce texte a été créé et a été écrit par Copland lui-même, mais on sait qu'il est legit, ça c'est sûr. Il trouvera également le screenshot photoshopé qu'il avait réalisé, qui lui a donné l'idée de faire ce hoax, et enfin il enverra un message à livestream.com, prouvant qu'il était bien lui-même et demandant légalement une copie des vidéos du stream. Ce mail était un des seuls espoirs de retrouver ce clip, et livestream.com a répondu qu'il ne l'avait plus, car il avait été supprimé des disques durs. Je vous le dis, le somme, il était palpable à ce moment-là. Et maintenant, la dernière chose qui a été trouvée à propos de ce livestream, c'est cette image qui a été trouvée par Enderboss25 lui-même lorsqu'il a copié-collé le lien du stream sur Discord et que cette vieille image de prévisualisation est apparue. Ce serait un screen du coup de la miniature du stream, probablement prise bien plus tôt, avant l'événement important du stream. Là, je vais encore une fois donner une pause pour donner des informations supplémentaires. En effet, entre le moment où j'ai écrit le texte et le moment où je fais le montage, il y a eu des avancées. D'abord, sur le Discord d'Enderboss25, les gens ont trouvé toutes ces photos-là. Toutes sont des screenshots dont l'origine semble être prouvée, mais pas forcément intéressante à décrire pour chacune, mais elles semblent avoir été trouvées un peu partout sur internet et trouver d'autres moments disséminés tout au long du livestream. On trouve également cette screenshot, la miniature, du deuxième livestream qui a été réalisé quelques heures après le premier. Également, les autres livestreams de Brocraft et Ghost in the Stream, de Copland lui-même, sont activement recherchés par les internautes. Toutes ces images-là ont été trouvées en essayant de rechercher des streams, mais aucun extrait vidéo tangible ne semble faire surface. Copland a dit en posséder encore quelques-uns chez lui, évidemment pas celui avec Herobrine, mais il ne veut pas les donner étant donné que c'était une période d'internet où il disait quand même des sacrées dingueries en live et qu'il n'a pas forcément envie que ça soit partagé un peu partout. Voilà où en sont les recherches. Continuons avec ma conclusion. Cette vidéo est probablement perdue à jamais. En 2010, personne ne faisait vraiment de backup de ce genre de vidéo. Il n'y a qu'un maigre espoir de pouvoir la retrouver. En attendant, la recherche continue, même si les espoirs sont aujourd'hui rendus à quasi 0%. Baby Shaker. En avril 2009, moins d'un an après la création de l'App Store, il y a eu la première grosse controverse de l'histoire de ce navigateur d'application pour iPhone. Il s'agit d'une appli nommée Baby Shaker. L'application a été postée le 20 avril 2009 à 10h et possédait cette description. Dans un avion, dans le bus ou dans un cinéma, les bébés sont partout où on ne veut pas qu'ils soient. Ils vous empêchent tout le temps de préparer cet exposé pour votre travail avec leurs cris incessants. Avant Baby Shaker, ils n'avaient rien à faire face à ça. Vous voyez pendant combien de temps vous pouvez endurer ces pleurs avant que vous ne trouviez un moyen de le taire. Alors si c'est pas clair avec cette description, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne l'appli. C'est une sorte de jeu, avec de très gros guillemets, où on vous montrait des images de dessins de bébés en jouant un son de pleurs de bébé, et au-dessus de ces dessins, il y avait des timers qui étaient visibles. L'objectif était de tenir le plus longtemps sans secouer son téléphone, action qui met fin au son et met des croix rouges sur les yeux de l'enfant. C'est en fait une application qui se moque d'un truc très vrai et pas drôle du tout, qui s'appelle le SBS, ou le syndrome du bébé secoué. C'est un truc qui arrive parfois où un parent d'un enfant secoue violemment son bébé après avoir été amené à bout par ses pleurs ne s'arrêtant pas. Cet acte de maltraitance est souvent commis par des parents abusifs qui ramènent leurs enfants tard aux urgences avec un désintérêt pour les lésions. C'est parfois aussi un cas de dépression périnatale et ce genre de comportement peut arriver dans des cas de craquage psychologique vraiment sévères qui ne sont pas à oublier. Secouer un bébé comme ça a des conséquences dramatiques sur le nourrisson. Dans la majeure partie des cas, l'enfant a des lésions et déformations à vie et dans 10 à 40% des cas, l'enfant décède tout simplement. C'est donc un sujet très peu drôle sur lequel faire des blagues est d'évident mauvais goût. Et les gens vont réagir à l'application Baby Shaker très négativement.
En seulement 2 jours, le site Craps trouve l'application et en fait un article. En seulement quelques heures, l'article va se répandre, arriver aux oreilles des news et de Apple lui-même qui va très vite supprimer la dite application. C'était trop tard néanmoins, les journaux s'étaient emparés de l'affaire. De nombreuses chaînes de télé firent des reportages et ainsi fut posée la question de si Apple était responsable ou non de ce qu'il y avait dans l'App Store. Il y avait bien évidemment des évaluations avant qu'une app soit acceptée sur l'App Store, mais ça a mis en lumière le fait que celle-ci était parfois un peu faible et raté. Le développeur du jeu, nommé Cicalosoft, réagira sur son site avec un message disant que le jeu était en effet une très mauvaise idée et qu'il était d'extrême mauvais goût. Leur réponse était en vrai semi-sérieuse, semi-troll. Elle se terminait par une phrase disant que « Même si GTA est un jeu qui pousse les limites, il n'a pas encore fait de mini-jeu de secouage de bébé. » Et ils termineront leur excuse avec une série de 10 jeux plus intéressants à télécharger sur l'App Store. Bref, c'est pas très sérieux tout ça. Maintenant, le jeu en lui-même n'existe plus et n'a jamais été retrouvé. Tout ce qu'on a, c'est des vidéos de gameplay diffusées par quelques chaînes de télé montrant la simplicité aberrante du jeu, l'icône de l'appli dans l'App Store, des tweets de réaction et des screenshots du jeu. On trouve également des messages d'erreur de gens essayant de télécharger l'application mais n'y arrivant pas parce qu'elle avait été supprimée par Apple. Et enfin, on a une review du jeu, la seule qui n'a jamais été disponible, donnant au jeu 2 étoiles sur 5 et disant « Un peu faible, il devrait y avoir un bruit d'étouffement ou quelque chose de plus dramatique. » Bref, la flemme. Il y a peu d'efforts de recherche pour cette application car c'est quasi impossible qu'elle soit retrouvée. On a quelques espoirs, comme par exemple essayer de contacter le créateur, même si je pense pas qu'il a gardé le truc depuis 2009, et aussi la possibilité que quelqu'un l'ait encore stocké sur son vieux téléphone, ce qui est également très peu probable, étant donné que le jeu n'a eu que quelques téléchargements. Il est donc plus que probable que le jeu, à l'origine de la première grosse controverse de l'App Store, ait complètement disparu. C'est peut-être pas plus mal. Owen Hart. Je ne pensais pas que ça allait arriver un jour sur ma chaîne, voire même dans ma vie. Mais je vais parler de catch. Le catch, avant de faire des recherches pour cette vidéo, je ne m'y étais jamais intéressé. C'est ouf à quel point mon intérêt pour ce truc était absent. Tout ce que je connaissais, comme quelques personnes sur internet, c'était des extraits qui étaient passés dans des mèmes montrant l'absurdité parfois que pouvaient prendre certaines mises en scène de début de combat du catch. Et c'est des mises en scène qui atteignaient un certain level de génie, mais qui pourtant ne m'ont pas spécialement intéressé plus que ça au sujet, quoi. Mais du coup, pour cette vidéo, j'ai dû plonger un peu plus dans le délire, et c'est surprenamment assez cool. Le catch, c'est un dérivé de sports de combat et de lutte classiques qui sont alliés à une bonne grosse dose de théâtre pour offrir du storytelling et du divertissement un peu bête en surface, mais qui en réalité, comme toute forme de spectacle, demande minutie, intelligence et préparation. L'issue des combats est déterminée à l'avance et l'objectif est plus de suivre des personnages semi-fictifs, interagir entre eux et suivre leur progression dans une sorte de faux sport. C'est ouf, mais un des divertissements présentés comme un des trucs les plus débordants de testostérone, les plus masculins du monde, c'est en réalité des theater kids qui ont grandi, qui font du RP, quoi. C'est legit assez drôle à regarder. Sauf que c'est pas entièrement rose comme truc. Un peu comme toutes les industries de divertissement, il y a des trucs plus controversés. Que ce soit des questions de financement, de rémunération douteuse, des problèmes importants de consommation de drogue distribués par la WWE elle-même, les figures controversées ou les criminels qui ont pu être catcheurs. La liste est assez longue, mais en général, les trucs dont on parle le plus quand on veut parler de la face sombre du catch, ce sont les accidents. Owen Hart est né dans une des familles les plus importantes de l'histoire du catch, la dynastie Hart, une famille canadienne impliquée dans le catch depuis ses débuts. Son père Stuart Hart et sa mère Helen Hart ont eu au cours de leur vie 12 enfants, qui ont tous plus ou moins directement travaillé pour la WWE et qui ont tous eu un lien avec le monde du catch. Que ce soit en faisant des apparitions ou en étant arbitre, et pour 8 d'entre eux, en étant tout simplement catcheurs. Pour ceux qui ne savent pas, la WWE ou World Wrestling Entertainment, c'est en gros la plus grosse entreprise qui réalise du divertissement lié autour du catch du monde, genre. Owen Hart était le plus jeune de ses frères et sœurs, et même s'il était intéressé par le catch, il n'avait pas la même passion pour la discipline que sa famille avait. Il en faisait au lycée, faisait des championnats dans lesquels il était bien classé, avait un physique déjà assez musculeux, mais Owen ne savait pas exactement où il comptait aller. Dans son lycée, il va d'ailleurs rencontrer une certaine Martha qui deviendra sa femme plus tard et avec qui il aura 2 enfants. Il va enchaîner les championnats et les événements à l'étranger et il sera clair très vite que le gars était monstrueusement fort et doué. Il avait des capacités de voltige et d'acrobatie qui étaient assez exceptionnelles et originales et après quelques victoires au Japon, il sera signé par la WWF
ancien nom de la WWE, pour faire du catch sous un alias, le Blue Blazer, avec un masque. Mais son style de combat avec de nombreuses acrobaties et de voltiges, et également son apparence de super-héros masqué, ça va pas plus plaire que ça à l'époque. Et le public joue une part énorme dans les décisions scénaristiques de la fédération. Donc il va partir en 1989 et revenir en 1991 dans la WWF, après plusieurs années à l'étranger, cette fois-ci sous son vrai nom et sans masque. Là, je vais pas vous décrire toutes les storylines dans lesquelles le gars a été impliqué, hein. C'est pas forcément trop le sujet de la vidéo, mais en gros, le principal problème de Owen, c'est qu'il était hyper doué, mais qu'il avait pas trop de personnalité extravagante. Donc c'était compliqué d'écrire ses arcs qui tournaient souvent autour de ses frères, de trucs qui l'intéressaient pas, et en général, il était souvent compliqué de faire vivre le personnage qui était pourtant extrêmement apprécié. En 1998, la WWE prend une décision pour donner un nouveau coup de souffle à la carrière d'Owen Hart, à une période où elle essayait de rendre le divertissement offert par la fédération plus spectaculaire, plus edgy, et plus con aussi. Et donc ils ont décidé de remettre au goût du jour le personnage oublié du Blue Blazer en lui donnant une nouvelle personnalité. Ils ont transformé le personnage en une sorte de parodie comique de super-héros qui échoue perpétuellement tout ce qu'il entreprend avec des mises en scène et des sketchs plus ridicules les uns que les autres. C'était une période où Owen Hart, au sommet pourtant de sa popularité au sein du monde du catch, commençait à vouloir se distancer lentement de celui-ci. Il voulait prendre son indépendance. Puis arriva 1999. Le 23 mai 1999 a lieu dans la ville de Kansas City dans le Missouri, à la Kemper Arena, un événement de catch mis en place par la WWF du nom de Over the Edge. Celui-ci était plutôt classique avec un bon paquet de combats divers et variés avec de grandes têtes d'affiche. L'événement sera regardé par 16 472 spectateurs live et 430 000 en direct à la télévision avec un système pay-per-view, c'est-à-dire de télévision à la carte. La soirée commence plutôt bien malgré des performances apparemment plutôt moyennes de la part des comédiens, puis arrive un combat très attendu, celui de Owen Hart dans le personnage du Blue Blazer contre le Godfather, alias de Charles Wright. Et pour cette confrontation, les scénaristes avaient vu assez haut. Cela faisait pas mal de temps qu'un autre catcheur du nom de Sting faisait des entrées sur le ring suspendu à un harnais, descendant du haut du plafond. Les scénaristes voulaient parodier ce gimmick en faisant descendre Owen Hart suspendu à un harnais d'une même manière jusqu'au sol, puis l'arrêter à 1 ou 2 mètres de celui-ci, avant de le lâcher brutalement sur le ring, ratant son entrée comme il le faisait déjà perpétuellement auparavant. Tout devait bien se passer. Le dispositif avait été testé des mois auparavant et ça avait fonctionné. Rien ne semblait indiquer ce qui allait se passer ce jour-là. C'est bientôt le tour de Owen Hart, il est déjà suspendu à son harnais et il attend son tour. Pendant ce temps-là, à la télévision, on peut voir des clips promotionnels se jouer lentement avec des interviews tournées en froid, censées donner le contexte du combat et présenter le Blue Blazer. Quand on revient en direct et qu'on s'attend à voir un combat, c'est avec surprise que la caméra est tournée sur le public, dans une sorte de silence étrange et inexpliqué. Ladies and gentlemen, when you're doing live television, a lot of things can happen and sometimes they are not good. La caméra revient vers là où les deux présentateurs télé, Jim Ross et Jerry Lawler, étaient censés être, avec seulement Jim Ross, qui a un air sombre. Que s'est-il passé ? Ce que la caméra n'a pas montré, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement du système de harnais et de mousqueton qui tenait Owen en l'air et qui l'a fait tomber d'une hauteur de 21 mètres jusqu'au sol. Il a été intercepté par une des cordes du ring et l'a cogné avec une violence inouïe, le rendant instantanément inconscient. Les sauveteurs sont automatiquement allés s'occuper de Owen Hart pour tenter en vain de le réanimer, et même Jerry Lawler, l'autre présentateur, est descendu instantanément pour voir s'il allait bien. L'état de Owen était en grave déclin et une ambulance est très vite arrivée pour l'amener aussitôt au centre hospitalier Trauman qui était juste à côté. Il y arrivera à 19h59. Il n'était pas techniquement mort, mais il ne donnait aucune réponse. Il était figé. Les médecins firent tout leur possible pour réanimer Owen, s'accrochant à la moindre once d'activité cardiaque ou cérébrale, mais Owen Hart commençait à devenir bleu. Il devenait rigide. Et à 20h12, à l'âge de 34 ans, Owen Hart fut déclaré décédé 33 minutes seulement après sa chute, laissant sa femme et ses enfants seuls et mettant fin à tout espoir d'une vie tranquille après une retraite. Mais du côté de l'arène, une des décisions les plus controversées de l'histoire de la discipline s'apprêtait à être prise. À la tête de la production de la WWF à l'époque, et je crois encore aujourd'hui, on trouve un individu du nom de Vince McMahon. Si certains apprécient ce qu'il a pu apporter, ça reste une des figures les plus détestées de l'histoire du catch.
Comportement dangereux, scandale de drogue, harcèlement sexuel et pratiques menaçantes, Vince est un individu qui, de par ce que j'ai pu lire, fait froid dans le dos et divise pas mal. Eh bien cet individu, après 15 minutes d'arrêt de l'événement, qui à la télé s'est manifesté par de longs meublages de Jim Ross et des clips promotionnels annonçant ce qui allait arriver, après tout ça, Vince McMahon s'est dit qu'il allait continuer l'événement. C'est donc des spectateurs, des catcheurs et des présentateurs traumatisés qui vont devoir continuer le show. On peut le voir à ce moment-là, le regard de tout le monde est beaucoup plus sombre. Personne n'a envie de donner de lui-même. De plus, au moment de l'annonce de la mort de Owen Hart, c'est les présentateurs qui seront chargés de donner la nouvelle. Ils diront « Ici à Kansas City, une tragédie s'est abattue sur la WWF et sur nous tous. Owen Hart devait faire son entrée depuis le plafond, et j'ai la triste responsabilité d'annoncer à tout le monde qu'Owen Hart est mort. Owen Hart est mort tragiquement de cet accident ce soir. » Donc évidemment, imaginez le poids que ça doit représenter de devoir dire ça à la télévision en direct. Mais imaginez le choc et l'énervement des gens sur place quand ils apprendront cette nouvelle plus tard. Car eux, ils n'ont pas été alertés du décès. Le truc qui a été diffusé avec les présentateurs qui annoncent la mort, c'était destiné uniquement à la télévision. C'était probablement pour ne pas perdre l'énergie dans le public et ne pas créer un autre fiasco. Tout était un désastre à propos de cette soirée. Le lendemain, c'était la merde. Évidemment, la décision de continuer l'événement et même la nature de cet accident était sujet à de nombreuses critiques de la presse et du public. Il fut révélé que Owen Hart n'était pas à l'aise avec la cascade et qu'il n'aimait pas trop être mis haut en face du vide, mais qu'il a cédé aux demandes de la production. La WWF prit rapidement des mesures, l'événement ne sortira pas en DVD, le Blue Blazer fut supprimé des rediffusions et des événements en hommage à Owen Hart furent organisés et le 31 mai, son enterrement eut lieu. Instantanément, sa femme, Martha, porta plainte contre la WWF et Vince McMahon pour négligence et négligence qui amène à un décès. Ainsi commença une bataille juridique de 1 an et demi. L'argument solide de Martha était que le dispositif de la cascade était extrêmement mal foutu et que particulièrement le mousqueton qui tenait Owen en l'air n'était pas assez résistant par rapport à son poids et que la moindre petite perturbation était suffisante pour déclencher le mécanisme. Quelle fut la réaction de Vince face à ça ? Martha la décrit bien dans un documentaire, retourner la famille de Owen en jouant avec le fait qu'il était le personnage le plus influent de l'univers du catch contre Martha, puis porter plainte contre elle en retour pour brèche du contrat de Owen. Néanmoins, tout cela sera en vain car la décision finale du procès sera réglée à l'amiable et la WWF versera 18 millions de dollars à Martha. Comme quoi, parfois, il y a une mini-justice. Aujourd'hui, il ne reste qu'une archive de la mort de Owen Hart, la cassette de la caméra qu'il a bien pris à l'époque. Celle-ci est dans les archives de la WWE à Stamford, dans le Connecticut, avec comme instruction de ne jamais la détruire, la voir ou la dupliquer. Le reste de l'événement est disponible en ligne et est plutôt facile à trouver. Il s'agit d'enregistrements VHS bootleg qui sont la seule trace vidéo de l'événement. Une chose que je trouve néanmoins absolument terrifiante, c'est qu'il existe un audio où on entend brièvement l'impact de Owen Hart sur les cordes du ring. Il est extrait d'une retranscription radiophonique de l'événement en espagnol. Que aquí hay que traer reformas. ¡Oh no! Traer reformas. ¡Oh no! Mais ce que je trouve terrifiant, ce n'est pas ce son qui aurait facilement pu être confondu avec les instruments de la musique en fond. Moi, ce qui me terrifie, c'est la première ligne de dialogue qui est prononcée après. Il s'agit du son d'un clip promotionnel du Blue Blazer, et donc les premiers mots prononcés par Owen Hart en direct après son décès sont « Why me ?» Oh non! Why me? Why me? En français, pourquoi moi? C'est la fin de cette partie sur les lost media complètement disparus. Ouais, si vous regardez la timeline, il reste quand même pas mal de temps. On va passer la suite de la vidéo à nous plonger tous ensemble dans les limites de ce qui peut être considéré comme un lost media. Laissez-moi vous parler de lost media dont on ne peut même pas prouver l'existence. Saki Sanobashi. Il s'agit probablement du cas de lost media à l'existence non confirmée le plus connu à ce jour. Saki Sanobashi est un des mystères d'internet les plus tenaces. Tout a pour origine un post réalisé sur le board X de 4chan. Il s'agissait d'un thread qui demandait aux gens de partager la chose la plus terrifiante qu'ils avaient vue sur le darknet, et au milieu de tonnes de réponses attendues, quand on parle de l'endroit le plus terrifiant d'internet où tout est permis, on trouve un post qui a fasciné des tonnes de gens. C'était un animé bizarre avec des filles nues dans une grande salle de bain, sans porte, qui ont un débat philosophique sur le fait de ne jamais sortir de la pièce. Après avoir perdu espoir et être resté affamé pendant des jours, les choses prennent un mauvais tournant.
Elles se mettent à crier et hurler. Ensuite, elles se suent toutes, soit en éclatant leur tête sur le sol ou en griffant leur cou jusqu'au sang. Une des filles aidait une autre à se noyer dans le lavabo car elle n'arrivait pas à le faire elle-même. J'ai pleuré seul dans mon lit après avoir regardé cette vidéo. Pourquoi quelqu'un dessinerait tout ça avec autant de précision? C'était terrifiant. L'auteur du post continue et décrit un peu plus la vidéo en elle-même en disant qu'elle ressemblait à un animé des années 80, doublé en japonais avec des sous-titres en anglais. Elle durait environ 30 minutes sans crédit et semblait être une sorte de VHS ou DVD RIP de mauvaise qualité. Et enfin, il conclut en disant que le nom de la vidéo était quelque chose comme « Go for a punch ». Dans un deuxième post sur le thread, il décrit un peu plus les personnages. Tous avaient une coupe de cheveux similaire, à part un personnage avec des cheveux quasi blancs et une coupe similaire à cette image linkée dans le post. C'est ce personnage qui aurait été noyé dans le lavabo. Il dit également avoir vu la vidéo en 2011 et se souvenir d'un cri d'une des filles qui l'avait terrifié, tant il était étrangement réalisé et étrangement spatialisé. Il met un lien avec une reproduction qu'il a fait lui-même du cri. Qui est en fait une version ralentie du morceau Dies Irae de la soundtrack de Shining. Il continuera dans quelques autres messages à décrire son souvenir, le nombre de filles dans la pièce, la présence ou non de musique, et il va lentement arrêter de poster. Tout le monde était fasciné. Le mystère de Go for a Punch venait de commencer. Mais pourquoi aujourd'hui on l'appelle Saki Sanobashi? Voilà, ça c'est un petit détail mais qui est quand même assez intéressant. C'est à cause d'un random message dans le thread qui demandait si le nom de l'animé était Saki Sanobashi pour aucune raison particulière. Et c'est resté. Sans raison en fait. C'est resté, maintenant les gens connaissent ça sous ce pseudonyme, juste parce que ça sonne plus stylé. Un truc était certain néanmoins, la machine était lancée, le mystère de Saki Sanobashi avait commencé. Dans un premier temps, c'est important de se demander si un animé de ce type, aussi abstrait et aussi gore, aurait pu exister. La réponse est oui. Il existe une sorte de sous-genre de la pornographie au Japon appelée l'eroguro, qui est une sorte de mouvance artistique associant érotique et grotesque, ce qui veut dire visiblement créer les trucs les plus dépravés et immondes possibles dans des œuvres psychologiquement dérangées. Certains eroguro finissent même par être interdits et bannis à l'international dû à leur horreur extrême, leur ultra-violence et de temps en temps leur focus bizarre sur des scènes d'agression sur des enfants. C'est vraiment de la merde comme genre, je suis désolé, c'est trop grave ce que j'ai pu voir comme exemple. Et quand je me rappelle ce que j'ai pu voir dans certains d'entre eux, je me dis que l'existence de Saki Sanobashi n'est pas si improbable vu à quel point certains peuvent aller loin et aller dans l'abstrait. Le post à propos de Saki Sanobashi est très vite tombé dans l'oubli avant de revenir autour de 2018, quand un individu sur Twitter nommé EvoSlayer va partager son souvenir à propos d'un animé très similaire au post 4chan originel. Dedans, il va expliquer qu'il avait lu un manga très étrange où 3 lycéennes, cette fois-ci, étaient enfermées dans une pièce avant de toutes s'entretuer. Il remettra également le détail de la personne qui aide une autre à se noyer dans un lavabo. C'était clair que les deux étaient liés. Après lui avoir posé des questions en DM, les gens étaient un peu partagés sur si oui ou non il mentait, mais un truc est sûr, s'il disait la vérité, il existerait bel et bien un manga Saki Sanobashi, ce n'était pas que un animé. En 2019, un post est créé sur le subreddit r Lost Media pour orienter les recherches autour de la mystérieuse vidéo. Dans les réponses du thread, plusieurs découvertes furent réalisées. D'abord, un manga du nom de Brain Damage par Shintaro Kago serait présenté comme le manga qui aurait été lu par EvoSlayer à l'époque, car il présente des similarités avec des pièces vides et des femmes se ressemblant toutes qui y meurent. Il manque énormément de détails, mais le faux souvenir pourrait peut-être venir d'ici. D'autres animés seront théorisés comme pouvant être Saki Sanobashi, comme The Curse of Kazuo Umezu, dont les 15 dernières minutes contiennent des scènes de décès dans une salle de bain, mais encore une fois, ça correspond pas vraiment. Puis un jour, t'as le youtubeur Wang, qui est une putain de légende sur internet en termes d'histoire mystérieuse et même de Lost Media, qui va faire une vidéo parlant de Saki Sanobashi. Et à partir de ce moment-là, la recherche va devenir exponentiellement plus difficile. Des tonnes de gens vont commencer à dire qu'ils l'avaient vu à l'époque, pour finalement plus tard avouer qu'ils avaient menti. Des screenshots comme celle-ci ou celle-ci vont commencer à tourner comme étant des soi-disant archives de ce dessin animé perdu. Elles étaient toutes fake, et d'ailleurs l'origine de celle-ci a pu être retrouvée assez rapidement. Il va également y avoir un drama énorme sur le Discord dédié aux recherches parce que tout le monde foutait la merde et trollait, et c'était assez drôle à suivre à l'époque. Tout ça, ça va continuer jusqu'à ce qu'un individu sous un nom anonyme crée un thread sur Reddit avouant être le créateur du post original sur 4chan
et qu'il avait complètement menti. Il va avouer dans ce post se sentir plutôt mal d'avoir fait perdre le temps de tonnes d'internautes. Il avait inventé ça pour faire une sorte d'histoire ridicule creepypasta deep web, pour se moquer du mec qui avait démarré le thread originel sur 4chan à propos des choses flippantes que les gens avaient vues sur le darknet, et il voulait juste se foutre de sa méconnaissance du sujet. Il va élaborer un peu plus, partager les images originelles qu'il avait mis dans les messages sur 4chan, et demander pardon pour avoir amené des dizaines de gens à chercher un truc qui n'existait pas. Mais encore aujourd'hui, des gens ont énormément de mal à croire ce post. Parce que ce genre de post où des gens disent « Ouais, j'avoue, c'est moi », c'était tout le temps présent sur le subreddit Saki Sanobashi. Tout le monde faisait ça. Celui-là, il paraissait crédible parce que le gars avait posté des images, etc., des images qu'il avait utilisées dans les posts originaux de 4chan, mais ça paraissait pas assez pour certaines personnes qui étaient trop fascinées par l'histoire. Depuis ce post, la recherche s'est beaucoup ralentie. Les gens sont perplexes et à ce jour, peu d'avancées ont été réalisées. Et je n'ai que résumé cette recherche. Actuellement, la piste la plus probable serait que tout soit faux. C'est également ce que je crois. Mais d'autres pensent qu'il y aurait un lien entre Saki Sanobashi et le court-métrage Lady in the Sea of Blood, montrant une femme nue prenant sa douche seule et se couvrant de sang en étant nue. La possibilité qu'il existerait une adaptation amateur de ce métrage est non nulle, et c'est ce que certains cherchent aujourd'hui. D'autres gens continuent à dire qu'il est tout à fait possible qu'un héros gourou ait pu traîner sur Internet à une période où Internet était beaucoup moins sécurisé et qu'il se serait juste perdu dans des tonnes et des tonnes d'archives. Ce que je trouve fou, c'est qu'un truc dont on ne sait même pas s'il existe a fasciné les gens au point de créer toute une culture et une communauté autour de la possibilité de son existence. Aujourd'hui, des tonnes de gens se disent fans de Saki Sanobashi, alors que ça n'existe pas. Et il y a des tonnes de gens hyper motivés qui essayent de recréer une adaptation de Saki Sanobashi fidèle à la description qui avait été réalisée sur 4chan à l'époque. Et si une histoire comme ça peut stimuler la création, c'est que c'est peut-être pas si mal. The Butcher. 20 septembre 2019, un utilisateur Reddit du nom de DeadUser00 crée un thread sur le subreddit Tip of My Tongue. Un subreddit où des gens n'arrivent pas à se souvenir d'un nom de quelque chose malgré un souvenir précis de celui-ci. Littéralement, le souvenir est sur le bout de leur langue. Le titre de son thread est simple et précis. Il cherche un court-métrage flippant de Nickelodeon qui avait des poupées faites avec de véritables os. J'habitais en Amérique du Sud. À l'époque, autour de 2001-2004, Nickelodeon diffusait des courts-métrages non originaux. Un de ces courts-métrages a attiré mon attention car il était beaucoup plus sombre que les autres sur Nickelodeon. La scène d'ouverture du métrage avait un arrière-plan en noir et blanc. Je crois qu'il s'appelait The Butcher. Le boucher en français. Le film était en noir et blanc et il y avait une main avec un couteau de boucher qui découpait des animaux faits avec de vrais os. Le créateur du post met ensuite un lien d'une image de ce à quoi ressemblaient dans ses souvenirs les poupées. La voici. Puis il continue. La vidéo n'avait pas de dialogue, que de la musique et des effets spéciaux. À la fin, les animaux se rebellent contre le boucher. Il continue de décrire ses souvenirs avec des petits détails donnant de la crédibilité à son histoire. Par exemple, on ne voit jamais le corps du boucher, mais uniquement sa main, qui serait apparemment une main humaine. Également, les animaux en squelette étaient de petits animaux, comme des lapins ou des chiens. Il met également un lien vers le court-métrage Odokuro de Aurelio Voltaire, qui présente une atmosphère et une esthétique similaires à ce qu'il décrivait, en expliquant par la suite qu'il ne s'agissait pas de ce qu'il avait vu étant enfant. Il met également un lien vers un autre court-métrage qu'il avait vu durant cette période, qui avait été diffusé sur Nickelodeon, et qui selon lui pouvait permettre de à la fois dater la période où ça aurait pu être diffusé, mais également de trouver l'entreprise qui était à l'origine de ces courts-métrages non originaux de Nickelodeon, qui passaient pourtant sur la chaîne. Instantanément, le post a été accueilli avec beaucoup de scepticisme, mais également un certain entrain pour l'idée du post. La communauté Lost Media, depuis Crax et Clockman, d'autres sujets que j'avais pu présenter dans des findings sur les Lost Media il y a longtemps, ont tendance à être beaucoup plus indulgents avec ce genre d'anecdotes qui paraissent improbables. Parce que dans le cas de Crax et de Clockman, c'était pas des mensonges et ça a vraiment amené à une trouvaille. Mais les gens avaient quand même du mal à croire qu'un tel concept effrayant ait pu être diffusé à la télévision, mais l'idée était si folle qu'ils se sont quand même mis à chercher. Instantanément, plein de potentiels concurrents ressemblant à la description de The Butcher, de manière plus ou moins claire, furent proposés. Des vidéos appartenant à un festival de courts-métrages organisé par Nickelodeon? Non. Lupo the Butcher, un court-métrage un peu bizarre, jamais diffusé sur Nickelodeon et un peu sanglant? Non. Un personnage de Courage le chien faussard? Non. Néanmoins, malgré ces déceptions, les gens vont se pencher sur le court-métrage que DeadUser00 disait avoir vu à l'époque et qui avait été pour sûr diffusé sur Nickelodeon, et ils vont contacter l'entreprise qui l'avait réalisé, c'est-à-dire la NFB ou la National Film Board of Canada.
Le NFB va répondre à la recherche et avouer ne trouver rien ressemblant à The Butcher dans leurs archives, à l'exception d'un court-métrage, The Stone of Folly, mais ce n'était toujours pas le bon. Puis, tout comme Saki Sanobashi, un youtubeur légendaire dans le domaine des lost media, Blame It on Rory, va faire une vidéo qui inclura ce sujet dans une de ses vidéos Case File de Lost Media. Et là, énormément d'attention va être amenée sur le sujet de The Butcher. Et si pour Saki Sanobashi, dû à la nature du lost media et à la culture de 4chan, ça a causé que des désastres pour la recherche, la vidéo de Rory va permettre de trouver ce qui aujourd'hui est considéré comme la plus grande piste de The Butcher. Vous allez voir pourquoi c'est un cas aussi étrange de lost media. Butcher's Hook, ou le crochet du boucher en français, est un court-métrage expérimental de Simon Pummel qui correspond à pas mal des descriptions de Dead User 00. Et celui-ci va décrire le visage de Butcher's Hook comme une très probable découverte. Mais lui-même le dit, il y a beaucoup de problèmes qui le dérangent. Oui, il y a des animaux faits avec des os, oui, il y a un boucher humain réel attaqué par des animaux, oui, il y a du noir et blanc et du stop motion, mais le problème, c'est que ça ne correspond pas entièrement aux descriptions. Il n'y a pas de plan sur les mains du boucher et on le voit bien en entier pendant tout le long. Il n'y a pas énormément de plans montrant des os et en général, le tout est bien trop expérimental, chelou et graphique pour avoir pu être diffusé sur Nickelodeon, ou n'importe quelle chaîne de télévision pour enfants d'ailleurs. Aussitôt vu, Dead User 00 va contacter automatiquement Simon Pummel, l'équipe de Simon Pummel et tous les gens qui gravitent autour. L'objectif était de savoir s'il avait eu un contrat avec des chaînes de télé en Amérique du Sud, et il aura des réponses de la part de l'équipe de Simon Pummel, du co-scénariste qui avait bossé sur Butcher's Hook. Il aura même une piste sur le fait qu'il ne regardait peut-être pas Nickelodeon mais une chaîne plus mature du nom de Locomotion, d'où la confusion car le nom ressemble, mais toutes ces questions ont amené à une même réponse frustrante. On ne sait pas. À ce jour, The Butcher est le seul cas de lost media qui a plus de chances d'être résolu que d'exister, ce qui est véritablement fascinant sur papier. Il présente également ce que la communauté lost media peut apporter de meilleur sur la plateforme. Mais continuons d'expandre la notion de ce que peut être un lost media avec une série de cas extrêmement étranges parmi les plus bizarres que j'ai pu présenter sur la chaîne. The Babushka Lady. Vous le savez très certainement, le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis, a été assassiné d'une balle de fusil à lunettes alors qu'il était à l'arrière d'une limousine à Dallas, au Texas. C'est un des événements les plus importants du XXe siècle aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, les questions de qui a assassiné le président et de pourquoi sont le sujet de nombreuses théories du complot pour la simple raison que même les services secrets américains sont pas entièrement sûrs aujourd'hui. La personne la plus souvent citée comme le coupable de cet assassinat, c'est Lee Harvey Oswald. C'est un vétéran de la marine militaire américaine qui, au milieu d'une guerre froide où des tensions entre les US et la Russie étaient à leur max, est allé en URSS autour de 1959, ayant au préalable appris le russe. Il y rencontrera sa femme et aurait exprimé plusieurs fois son désir de devenir un citoyen soviétique. Avant d'être déçu par l'atmosphère déprimante de l'URSS de l'époque, les divertissements américains lui manquaient, et il est donc revenu avec sa femme aux US. En mars 1963, il va acheter une carabine Carcano 6,5 mm à lunettes avec un pseudonyme. Et le 10 avril 1963, quelques mois avant l'assassinat de JFK, il tentera d'assassiner Edwin Walker, un ancien général de guerre qui devenait une figure politique controversée, qui accusait les démocrates d'être des communistes, et il était en général un type un poil fasciste, on va pas se le cacher. La tentative d'assassinat sera un échec, Edwin ne recevra que des fragments de balles, étant donné que la balle avait cassé la fenêtre à travers lequel le tir avait été réalisé. Et après cette tentative, Oswald va continuer à foutre la merde un peu partout, puis on arrive à l'assassinat de JFK. Et quelques temps après celui-ci, on retrouve dans une chambre d'hôtel juste à côté le fusil de Lee Harvey Oswald, qui en plus de ça, le même jour, aurait agressé à l'arme un policier. Il y a tellement plus de détails, et on va parler de certains, mais à ce moment-là, Oswald est arrêté, et il dit automatiquement que c'est un coup monté, qu'il n'est pas coupable et qu'on utilise le fait qu'il est allé en URSS pour l'incriminer. Il dit également ne jamais avoir vu l'arme. Quand il dit ça, les policiers ils lui sortent 2 photos qu'ils avaient trouvées où on voit Lee Harvey Oswald poser avec cette même arme. Lui, il va répondre automatiquement que c'est des montages, que ce sont des fakes. Il a concrètement une excuse pour tout et il maintient qu'il est innocent. Le 24 novembre, Lee Harvey est escorté en dehors du siège de la police de Dallas pour aller en prison. Et alors que cet événement est diffusé à la télévision, des millions d'Américains verront Oswald se faire tirer dessus par un mec appelé Jack Ruby. Le motif de Jack Ruby, c'était qu'il était détruit par l'assassinat de JFK et qu'il voulait redorer l'image de Dallas et en général sauver l'Amérique de l'un des événements les plus traumatiques pour le public. Il était assez instable mentalement apparemment, mais il était aussi impliqué dans le crime organisé. On ne sait pas. Il y a tellement de raisons pour dire que Lee Harvey Oswald n'est pas forcément le tireur ou qu'il n'était pas seul. D'abord, vous vous souvenez quand j'ai dit que l'arme avait été achetée avec un pseudonyme? Peut-être pas en fait.
C'est juste peut-être pas le cas. L'arme avait été achetée par quelqu'un s'appelant A.J. Idle. Quand on lui a demandé s'il connaissait ce gars, Oswald a répondu non. Beaucoup de gens ont également expliqué que cette photo de Oswald avec l'arme serait un montage photo avec quelqu'un d'autre tenant l'arme et la tête d'Oswald superimposée dessus. Les gens disent que la pose est bizarre, que son menton a l'air chelou et que c'est là qu'il pourrait y avoir des artefacts si la photo avait été modifiée. Et surtout, son ombre est projetée vers la gauche de l'image, mais sur son visage, elle se projette vers le bas. Toutes ces affirmations ont été prouvées comme fausses et reproduisibles, mais encore aujourd'hui, t'as des tonnes de gens qui pensent que ces photos ont été retouchées. Il y a également beaucoup de gens, et pas que des mecs bizarres avec des chapeaux en aluminium, on parle ici quand même de la HSCA, le comité restreint de la Chambre sur les assassinats des États-Unis, qui pensent que JFK a été assassiné par 2 personnes, qu'il y avait 2 personnes qui ont tiré ce jour-là. Et il a également été prouvé, ça c'est certain, que la CIA et le FBI ont tous les deux retenu des informations cruciales sur Oswald et sur l'assassinat, qui n'ont pas voulu donner aux autorités. Surtout que la CIA était vraiment pas fan de JFK, parce que quand il était président, il avait agi plusieurs fois contre les intérêts de cette agence. Si vous pensez encore aujourd'hui que la CIA c'est des gentils, un jour faudra peut-être qu'on en parle, mais vraiment c'est pas le cas. Vraiment, c'est vraiment pas le cas, quoi. Et tout ça, c'est qu'une théorie qui tourne. Je vous promets que rien que sur Wikipédia, il y a une quantité d'articles dédiés à des tonnes de théories du complot plus ou moins crédibles, et on n'est pas là pour en parler. J'y ai mis les pieds, mais on en reparlera un jour si je le fais vraiment, cet iceberg des théories du complot. Ici, j'ai envie de vous parler de l'une de ces théories du complot. Laissez-moi vous parler de la Babushka Lady. Il existe beaucoup d'enregistrements de cet assassinat. Que ce soit le plus connu, c'est-à-dire le film Zapruder, cet enregistrement vidéo fait par Abraham Zapruder, ou alors des photos moins connues montrant d'autres angles de l'événement. Et dans beaucoup de photos et vidéos, on peut voir une femme avec un foulard sur la tête, avec une position qui semble clairement indiquer qu'elle aurait une caméra dans les mains. C'est elle, la Babushka Lady. Son nom vient du cliché assez connu de la vieille femme russe avec un foulard sur la tête. Et cette femme est devenue un sujet de théorie pour plusieurs raisons. Déjà, toutes les personnes un peu hors du commun présentes sur la scène proche de JFK au moment où il est mort sont devenues des sujets de théorie du complot. Genre ce type, qui a été appelé l'Umbrella Man, qui est devenu connu à cause de son parapluie, qui selon certains serait une arme ou un signe pour les tueurs de tirer. Pourquoi ? Parce qu'il pleuvait pas, donc c'est bizarre d'avoir un parapluie ouvert, et qu'il aurait levé légèrement son parapluie avant le tir. C'est tout. Mais il y a quand même 2-3 trucs en plus à propos de la Babushka Lady, notamment le fait qu'elle est restée assez calme après l'assassinat et qu'elle a continué à prendre des photos en restant parfaitement stoïque sur la scène. Elle portait également des lunettes de soleil et ça, pour un théoricien du complot, c'est très clairement une tentative de cacher son identité. Et enfin, il y a cet appareil photo qu'elle pourrait avoir et les photos qu'elle a potentiellement prises. Et on ne sait même pas si ces photos existent. Pourtant, des gens les veulent. Il y a des gens qui ont dit savoir qui elle était, notamment Beverly Olivier, une femme qui a dit à un théoricien du complot appelé Gary Shaw qu'elle était la Babushka Lady lors d'un événement religieux chrétien qui avait été réalisé dans la ville de Joshua au Texas. Elle lui aurait dit qu'elle avait donné son appareil photo, un Yashica Super 8, à des agents du FBI et qu'il lui avait promis qu'ils allaient lui rendre dans les 10 jours, mais qu'elle n'a jamais redemandé l'appareil par la suite. Et elle va continuer dans sa vie de dire qu'elle était la Babushka Lady, mais aujourd'hui, personne ne la croit, car elle n'a jamais prouvé qu'elle était présente le jour de l'assassinat, et aussi, le modèle de caméra qu'elle prétendait avoir utilisé n'est sorti que 6 ans après l'assassinat. Elle a beau avoir dit qu'elle avait reçu un appareil photo expérimental et qu'en fait elle se souvenait pas trop de la marque de l'appareil photo, elle était cuite, elle était cramée quoi. C'est une menteuse. Le mystère autour de la Babushka Lady est encore entier. Et ce que je trouve fou, c'est que des gens considèrent que les photos qu'elle a prises sont des lost media. Et en soi, c'est pas faux. Genre, c'est pas un mensonge. Même si on ne sait pas si elle avait de caméra, même si on est sûr de rien sur les faits que ces photos existent, c'est en soi un média perdu, que les gens cherchent. On parlera de tout ça un peu plus en détail dans la conclusion. Pendant ce temps-là, on va descendre encore plus profond dans des trucs qui sont difficilement considérables comme des lost media. Medieval found footage. Ok, celui-là, il est lunaire. Et il est présent très régulièrement quand les gens parlent de lost media, surtout quand ils parlent d'iceberg, parce que c'est un des exemples les plus aberrants de ce que des gens peuvent considérer comme des lost media. Des gens pensent qu'un jour, l'humanité va arriver à voyager dans le temps. Bon, on n'est pas sûr que ça arrivera un jour, mais il y a des gens qui pensent vraiment. Et ces gens-là pensent que comme on va arriver à voyager dans le temps, on va pouvoir amener une caméra au Moyen-Âge et filmer le Moyen-Âge. Et que du coup, c'est des médias qui existeront et qui existent peut-être même déjà, qui sont perdus, du coup.
qu'il faut les chercher. Souvent, ça vient avec ce genre de vidéos. Alors, comment ça se ferait que des lost media qui auraient été réalisés par des voyageurs dans le temps, qui ont accès à des trucs incroyables dans le futur, pourquoi est-ce que ce serait en noir et blanc dégueulasse comme ça? Je sais pas. Peut-être parce que c'est des enregistrements de films. Mais ouais, des gens considèrent que ça, c'est un lost media. C'est pas le cas de moi et c'est pas le cas de beaucoup de gens qui prennent la communauté un peu plus au sérieux. Mais c'est intéressant quand même. Et enfin, on arrive à une autre des grandes limites des lost media. Et là par contre, c'est beaucoup moins drôle. Pseudo-Scorpion, Zenjin. Ceux qui connaissent savent déjà comment ça va se passer. Pseudo-Scorpion de Zenjin serait un album qui aurait été réalisé par quelqu'un sur le Darknet qui utiliserait des véritables enregistrements de CP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la CP, le C signifie child, le P, pornographie. Et là, du coup, il y a un stop. Parce que aujourd'hui, on ne sait pas si c'est juste une rumeur ou si c'est un truc qui existe ou pas. Il y a des gens qui maintiennent que ça existe, qui l'ont écouté et qu'ils auraient aimé ne jamais entendre ça. Il y a bien des images qui tournent à propos de ça. Des images légales, hein, vous inquiétez pas. Mais on en arrive quand même un peu à la fin de ce qui peut être considéré comme un lost media. Ouais, on va commencer la conclusion, vous allez voir où je vais en venir. En conclusion, j'aimerais me poser la question de qu'est-ce qui peut être considéré comme un lost media. Parce que si ça paraît simple, lost media, média perdu, c'est tout con. Il y a quand même des limites qu'on a pu voir au fur et à mesure du temps. Première chose toute conne qui définit un lost media, il faut que ce soit quelque chose de perdu. Ça, c'est logique. Voilà, c'est complètement logique. Maintenant, il faut que ce soit quelque chose de revisionnable. Par exemple, ton anniversaire de tes 5 ans, ce n'est pas un lost media. C'est bel et bien un truc que tu pourras jamais revoir, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un événement. Et qu'un événement, ça se reproduit pas. Vous inquiétez pas, on va vraiment dire des choses intéressantes. Donc oui, il faut que ce soit un truc revisionnable, un média du coup. Voilà, là c'est les deux premiers trucs. Et maintenant, on va se pencher sur des critères qui paraissent plus abstraits. Troisième critère, il faut que ça puisse exister. Ça permet d'accepter le fait que des lost media, on ne puisse pas savoir s'ils existent ou non. Parce que si un truc est plausible, c'est logique qu'on puisse aller le chercher. Ça aussi, ça paraît logique, mais un peu moins, c'est un peu plus implicite. Maintenant, les trucs les plus importants. Quatrième, il faut que des gens le cherchent. Personne ne cherche en réalité des vidéos d'un mec qui se fait buter par un ours. Personne ne cherche un album qui a été réalisé par un taré sur le Darknet. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce dernier n'est pas confirmé comme un truc qui existe, parce que personne ne veut voir ça. Pourquoi? Parce que cinquième, il faut, comme tout sur Internet, que ce soit respectueux. Il y a énormément de critiques qui sont faites autour de la communauté des gens qui cherchent des lost media. Parce qu'il y a une énorme quantité de la communauté lost media qui se penche sur les lost media les plus terribles. Des trucs que je n'ai même pas mentionnés. Des trucs horribles, des trucs turbo-gore. Se pencher sur le sujet, c'est intéressant. Et ne pas les ignorer, c'est aussi important. Mais ce qui est grave, c'est de les chercher activement. Pourquoi est-ce qu'on voudrait trouver ce genre de truc? Pourquoi c'est si important? Et là, du coup, on arrive à une question plus importante. Pourquoi, en général, les gens cherchent des lost media? Qu'est-ce qui intéresse les gens dans les lost media? Il y a deux raisons que j'ai trouvées et qui me paraissent importantes. Les lost media sont inclus dans une forme de mouvance qui a un autre nom qui s'appelle la média préservation. La préservation de médias, c'est toutes les actions qui sont réalisées pour archiver de manière correcte tous les médias qui sont produits, toutes les œuvres d'art. Et c'est hyper important en réalité. Parce que s'il n'y avait aucune préservation de médias, aujourd'hui, la quasi-totalité des tableaux de la Renaissance, ce genre de machin, on n'y aurait pas accès. Et c'est hyper important en réalité pour l'art en général d'avoir accès à ce qui a été fait. Qu'on le veuille ou non, l'archivage, même des choses les plus sordides, c'est important. C'est important pour ne pas reproduire des choses graves. Je pense que la fascination des gens sur Internet pour les lost media vient d'un certain challenge personnel que les gens se créent. C'est-à-dire que quand tu croises un lost media, on te présente une idée. Un truc qui est généralement un souvenir déformé par l'émotion, l'enfance, le temps, tout connement. Ces souvenirs, ça crée une fascination et ça stimule ce truc qu'on a tous sur Internet, cette pensée qu'on aimerait savoir vraie ou qu'on aimerait parfois savoir fausse, que rien ne se détruit sur Internet, que tout
est archivable et que tout est archivé. On l'a bien vu avec lostboy.exe, ce jeu vidéo du Darknet qu'on a finalement retrouvé et dont j'ai fait une vidéo Findings complément d'enquête juste après. Je pensais très sincèrement que ça allait pas être retrouvé lostboy.exe. J'ai juste fait 5 secondes d'effort pour essayer de le trouver et je l'ai trouvé instantanément. Ça aussi, c'est un critère de ce que c'est un lost media. C'est pas parce que tu possèdes un lost media que le lost media est trouvé. Il faut qu'il le soit public, tu vois. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Et je pense que ce qui fait véritablement peur dans les lost media, ce n'est pas tant forcément leur nature, c'est pas tant le souvenir déformé de l'enfance. En fait, c'est cette réalisation assez flippante et assez sordide que tout est enregistrable. Et dans un sens, peut-être que c'est rassurant de se dire que certains lost media ne seront jamais retrouvés. Et même si ça crée une certaine frustration, comme tous les mystères créés en fait, ça montre que malgré l'époque dans laquelle on vit, il y a bel et bien des choses qui peuvent encore disparaître. L'esthétique du lost media, c'est aussi un truc qui fascine énormément. C'est pas anodin que la plupart des lost media qui sont présentés sur internet et qui sont recherchés sont des vieux programmes pour enfants, datant de la période analogique de la télévision, datant des années 80 et 90. Des shows un peu étranges, faits avec peu d'argent, avec des poupées en live action un peu étranges. Ça a inspiré des tonnes de gens, notamment une œuvre d'art dont vous m'avez énormément parlé et dont je ne parlerai pas en vidéo, qui est Welcome Home. Un super projet intéressant et artistique. Et la raison pour laquelle je ne vais pas en parler, c'est parce que je crois que le créateur n'aime pas trop qu'on en parle sur internet comme une forme d'ARG ou comme un truc flippant. Donc je préfère m'abstenir. Mais oui, ça a bel et bien inspiré des tonnes de gens cette esthétique. Parce qu'il y a un truc fascinant dans le grain qu'apporte l'analogue, l'esthétique VHS. C'est pas pour rien que c'est réutilisé en boucle. Ça a un côté flou où l'imagination est beaucoup stimulée. Il y a plein de choses que je pourrais dire sur les lost media et je pense que c'est un des sujets les plus humains que je peux traiter sur cette chaîne dans les Findings. Ça représente un peu ce sentiment humain et un peu flippant que tout finira un jour par disparaître. Et dans ces réalisations terrifiantes, on peut trouver beaucoup d'angoisse, mais ça nous rappelle aussi qu'on peut y trouver pas mal de confort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cet arc des lost media de cette année. C'était la grosse trilogie de l'année. Et même si ça n'a pas été la trilogie la plus regardée, ça a été une des plus appréciées et merci à vous pour tout ça. Je crève de chaud actuellement, je suis lessivé, je vais pas vous le cacher, je suis lessivé. Et merci à vous d'avoir suivi cette série de vidéos. Partagez-la, s'il vous plaît, partagez-la. Donnez de l'énergie aux créateurs sur internet. It's Feldup time, comme on dit dans le domaine. Et moi, je vais me reposer un peu, seulement un peu. Et la prochaine vidéo sera sur un truc incroyable, myhouse.wad. Vous allez voir, ça va être charmé. On va bien se marrer. Bon, merci à vous. À la prochaine. Prenez soin de vous.